la table ronde qui clôturera cette première journée de colloque. Ce panel est dédié à l'autonomie collective face au libre marché. Et je dois malheureusement commencer cette présidence par une mauvaise nouvelle dans la mesure où Gareth Davis de l'Université d'Amsterdam n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui parce qu'il est victime d'une grippe qui l'oblige à rester dans son lit, vraisemblablement, et donc il s'en excuse. Et au-delà de cette mauvaise nouvelle n'est pas sans conséquences positives, puisqu'elle va nous permettre de donner un petit peu plus de temps à nos deux autres panélistes, et plus de temps également donc, pour la discussion, et nous permettra également de rattraper, dans une certaine mesure, le retard accumulé tout au long de la journée. Alors, pour entamer ce panel, nous allons alors le plaisir d'entendre Marie-Sophie de Clipel, qui est juriste, qui a été assistante au sein de cette institution, qui est aspirante au FNRS et qui fait des recherches dans le cadre d'une co-tutelle entre l'Université Saint-Louis et l'Université de Paris-Saclay, plus particulièrement l'École normale supérieure de Cachan. C'est une spécialiste de droit de la propriété et de droit du patrimoine culturel. Et c'est justement de cela dont elle va nous parler aujourd'hui, puisque sa contribution portera sur le droit du patrimoine culturel comme droit de l'autonomie. Vous avez donc la parole pour 15-20 minutes maximum. Merci. Merci. Alors bonjour à tous. Ma présentation portera sur le droit du patrimoine culturel comme droit de l'autonomie. Et donc je veillerai à voir dans quelle mesure ce droit du patrimoine culturel peut entrer dans la discussion, enfin dans les balises qu'Antoine nous a proposées pour droit de l'autonomie ou droit de la croissance. Et je vous montrerai que le droit des biens culturels mobiliers, encore plus que le droit du patrimoine culturel, illustre bien qu'il s'agit là d'un enjeu d'autonomie collective face au libre marché, qui est la thématique de notre panel, donc autonomie collective et libre marché. Tout d'abord, le droit du patrimoine culturel. Il s'agit surtout de législations qui viennent du droit public, qui sont apparues principalement à la fin du 19e, au début du 20e siècle, qui ont d'abord veillé à protéger des monuments, donc on pense aux cathédrales, aux châteaux, aux édifices remarquables, puis petit à petit se sont ouverts aux sites, et enfin, beaucoup plus tard, et surtout en droit belge bien plus tard, aux biens culturels mobiliers. Donc là, on a en Belgique une loi de 1960 qui n'a jamais été exécutée, et puis des législations des communautés à partir de 2002, 2003, 2017, et qui montrent bien que c'est un domaine du patrimoine culturel moins facile à légiférer que les autres. Par ailleurs, il y a d'autres pans du patrimoine culturel dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais donc on pense aussi au patrimoine subaquatique, au patrimoine immatériel, au patrimoine en cas de conflit armé, etc. Alors la manière dont ces législations ont été pensées à ces époques jusqu'à aujourd'hui est d'intervenir dans la propriété par une police administrative. Et donc ce sera l'État qui, de manière unilatérale, va intervenir dans le droit de propriété pour pouvoir imposer des charges aux propriétaires. Je précise tout de suite que ces lois ont été adoptées pour le propriétaire tant privé que public. Donc on n'a pas fait de distinction, ça pouvait concerner le propriétaire particulier, personne physique, ou le propriétaire personne morale, ASBL, société, mais aussi personnes publiques, comme les communes, la région, la province ou l'État fédéral. D'ailleurs, dans le patrimoine culturel immobilier, les monuments et les sites, on distingue plus ou moins moitié-moitié la proportion, moitié en main privée, moitié en main publique. Pour les biens culturels mobiliers, sur lesquels je me concentrerai plus dans la présentation, c'est une toute autre proportion. Beaucoup plus de biens publics sont protégés, parce que la protection des biens privés est bien plus compliquée, notamment vu sa tension avec le libre marché de l'art. Alors ces législations imposent une charge de conservation au propriétaire, donc le propriétaire ne peut plus faire ce qu'il veut. Tout d'abord, les premières lois, c'était surtout des charges négatives, donc le propriétaire ne pouvait réaliser certains travaux qui allaient plus dégrader le bien, et donc c'était surtout une obligation de ne pas faire. Mais à partir des années 70, on va voir qu'il y aura aussi une charge active qui veillera à ce que le propriétaire, de manière positive, entretienne le bien pour qu'il soit en bon état, en réalisant des travaux de restauration, de rénovation et d'entretien. Et donc, en fait, avec ce système législatif de protection du patrimoine culturel, on a là un des premiers exemples
d'une fonctionnalisation de la propriété. On est propriétaire, mais pour pouvoir protéger le patrimoine culturel. Donc la charge de conservation finalise le droit de propriété. On évoque aussi souvent les législations patrimoniales comme un exemple des communs. Donc pour ceux qui suivent tous les débats académiques, qui à mon avis s'insèrent bien dans tout le mouvement de la transition, la théorie des communs pourrait déjà être perçue dans ces premières législations patrimoniales qui prévoient plusieurs droits et plusieurs intérêts sur un même bien. Et donc, à l'occasion de la théorie des communs, un de nos collègues, François Host, a développé la notion de transpropriation, qui est assez intéressante ici pour le patrimoine culturel. La transpropriation vise plusieurs droits et plusieurs intérêts sur un même bien. Et ici, on pourrait reconnaître pour le patrimoine culturel qu'il y a d'office le droit du propriétaire qui est alors finalisé et fonctionnalisé. Il y aurait aussi un droit du collectif au patrimoine culturel, à l'accès, à l'usage, à la jouissance du patrimoine culturel. Et par ailleurs, il y aurait des intérêts différents, des intérêts diffus qui s'appliqueraient sur ces biens protégés. On aurait évidemment le droit individuel du propriétaire, mais qui peut aussi agir pour son patrimoine de manière positive, pas nécessairement toujours de manière privée. Alors l'intérêt culturel qui justifie l'intervention de l'autorité publique pour le protéger, mais aussi de plus en plus on pourrait reconnaître un intérêt culturel détenu par le collectif qui lui pourrait agir pour protéger le patrimoine culturel en tant que gardien avec l'autorité publique. Et donc on aurait ici un panel assez intéressant à exploiter. Maintenant, ce que je voudrais voir avec vous, pour plus rester dans la thématique de la tension autonomie collective et libre marché, c'est les biens culturels mobiliers. Là, bon, l'image est un petit peu amusante, c'est pour vous montrer la variété des biens culturels mobiliers. On a des masques, des peintures, des statues, des manuscrits, tout ça sont des biens culturels qu'on protège pour pouvoir les transmettre, notamment aux générations futures. Alors, cette protection montre la tension, comme je le disais déjà, entre libre marché et la protection. On le voit tant par rapport au statut de ces biens culturels qu'à leur régime juridique. C'est ce que je vous expliquerai à l'instant. Et enfin, je terminerai par l'exemple du trafic illicite des biens culturels qui, le mieux de tous, illustre cette tension qu'on connaît aujourd'hui. Alors, concernant le statut des biens culturels, ils sont hybrides. D'une part, ils sont considérés comme des biens marchands, soumis à la logique du droit privé, du droit commun des marchandises. Ils peuvent librement circuler, ils peuvent être vendus. Je suppose que vous savez tous que le marché de l'art est un marché florissant qui permet de spéculer de manière assez intéressante sur certains biens culturels. Et donc, à ce niveau-là, il s'agit de biens qui rentrent complètement d'ailleurs dans la logique du droit de la croissance. Mais à côté de ça, on reconnaît aussi à ces biens culturels le statut de biens d'exception. On va les sortir du marché. On va justement les classer hors commerce. Et là, on va limiter leur libre circulation, entrant bien plus dans la logique d'un droit d'autonomie collective, comme le suggère la réflexion de ce séminaire et de ce colloque. Et donc, dans ce double statut, on le voit aussi au niveau du régime juridique qui est appliqué à ces biens culturels. Les législations qui protègent les biens culturels, non seulement imposent une charge de conservation, comme je vous le disais déjà au départ, les propriétaires doivent maintenir leurs tableaux, leurs statues, leurs sculptures en bon état, mais vont aussi limiter le droit de disposition du propriétaire. Donc ça va assez loin dans l'ingérence du droit de propriété. Et donc, ça veut dire que le propriétaire ne peut pas vendre son bien comme il le veut. Il ne peut pas nécessairement le vendre au marché de l'art à Paris, New York, Tokyo, Londres, je ne sais où. Et on peut refuser l'exportation de ces biens en estimant qu'ils doivent rester dans les frontières nationales, voire parfois communautaires. En communauté flamande, on estime qu'on traverse la frontière dès qu'on sort de la communauté flamande. Et donc, cette exportation peut être refusée avec ou sans compensation. La communauté flamande, la communauté germanophone prévoit de compenser au prix du marché international. La communauté française, elle, ne prévoit aucune compensation quand on refuse l'exportation. Et donc ici, on voit bien que dans ces législations, l'intérêt culturel supplante l'intérêt marchand ou l'intérêt collectif supplante d'une certaine manière l'intérêt individuel. Mais ces législations restent dans une logique d'exception. On continue évidemment à réfléchir dans un droit de croissance et de libre marché, et donc ces limites à la libre circulation
sont interprétées de manière restrictive. On le voit surtout au niveau international et européen, où les règles internationales du GATS et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permettent des limites à la libre circulation pour les trésors nationaux. Et donc là, il y a une ouverture pour les sortir du commerce, mais toujours dans un rapport de force asymétrique. Alors là où le rapport de force est le plus prégnant, et c'est un exemple tout de même assez actuel, c'est celui du trafic illicite des biens culturels. Et donc là, on vise à mettre sur le marché régulier ou marché noir, des biens culturels volés, pillés, ou des biens illicitement exportés. Donc pour revenir à mon exemple, si par exemple je suis propriétaire d'un tableau que je veux vendre à Paris et que je sais que je devrais demander un certificat mais que je ne le fais pas, je l'exporte illicitement. De la même manière que si je demande un certificat qui est refusé et que je l'exporte, ben, je suis en exportation illicite. Il s'agit de ce trafic, d'un trafic de plusieurs milliards d'euros par an. On dit que c'est le troisième plus grand trafic après les drogues et les armes. Il sert notamment à financer le terrorisme de manière assez intéressante. Et là où on rejoint un petit peu ce thème de l'autonomie collective, il se situe souvent dans un contexte soit de conflit armé, pensons à la Syrie, à l'Irak, où là il y a énormément de pillage et de revente en Europe de tous ces objets pour notamment financer le terrorisme. Dans un contexte de colonisation aussi, beaucoup d'anciens pays colonisés, j'y reviendrai, demandent à ce que des biens qui ont été pris pendant la période de colonisation leur soient restitués, faisant appel à une certaine forme d'une vie digne d'être vécue au niveau collectif. Et évidemment, dans un certain rapport nord-sud, la plupart des pays importateurs de ces biens culturels qu'ils mettent sur le marché sont des pays riches comme la Suisse, les États-Unis, alors que les pays riches en biens culturels et exportateurs n'ont pas nécessairement toujours les moyens de contrôler la sortie de ces biens culturels. Et donc on voit ici la tension entre le marché de l'art et les communautés victimes de ces trafics illicites. Alors, contrairement à Olivia, je ne vais pas vous montrer la petite vidéo, mais si ça vous intéresse, il y a un documentaire assez récent qui a été réalisé en Belgique qui montre malheureusement le mauvais rôle bruxellois, enfin belge, qui est souvent taxé de plaque tournante pour le trafic illicite des biens culturels. Et là, le journaliste, par exemple, va à la Brafa, qui est une foire d'art assez connue chez nous, pour montrer que certains objets qui y sont vendus sont de provenance douteuse. Et donc là, de nouveau, on voit ce conflit entre les deux logiques qui s'affrontent. Mais face à ces conflits, évidemment, le monde international a réagi. Des règles ont été adoptées. Donc voilà, je vous les cite juste. Il y a la Convention de l'UNESCO de 1970, la Convention de l'UNIDROIT de 1995, et puis la directive de l'Union européenne qui a été adoptée en 1993 mais modifiée en 2014. Nous en avons, la directive a été transposée, la Convention de l'UNESCO a été ratifiée par la Belgique mais pas encore transposée, l'UNIDROIT n'a pas été ratifié. Alors, non seulement ces sources sont assez fragmentées, ce qui cause certains problèmes d'effectivité, mais en plus, elles sont évidemment limitées dans le temps. La plupart des dates butoirs, à partir de quand on peut demander les restitutions, soit c'est la date de l'adoption de la Convention, soit c'est la date de la ratification de la Convention. Et donc, de nouveau, on reste dans cette logique d'exception, on limite les possibilités de restitution et on rend le régime moins effectif que ce qu'il ne pourrait être. Mais malgré cette fragmentation, certaines initiatives ont tout de même été prises qui sont intéressantes à noter et qui sortent un petit peu de ce cadre juridique. Il y a deux exemples récents. D'une part, tout ce qui est la restitution des biens culturels spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on pense en particulier aux biens spoliés pour des familles juives, pour lesquelles il y a énormément de demandes en restitution qui ont été introduites, pas par les personnes, les victimes elles-mêmes, ni leurs descendants directs, mais souvent on saute une génération. Souvent, c'est les petits-enfants ou les neveux et nièces qui le font. Et le cas très emblématique que vous connaissez peut-être est le portrait d'Adèle Bloch-Bauer, peint par Klimt, qui a été demandé en restitution par la nièce de Madame Bloch-Bauer. Il était au Belvédère à Vienne jusqu'en 2006, jusqu'à ce que Madame Altmann le récupère après une saga judiciaire. Il y a d'ailleurs un film qui a été fait à ce sujet, et par un arbitrage. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que d'une part, elle obtient la restitution, donc il y a un certain héritage familial, une réparation qui est faite par ce biais, et on reconnaît une certaine spoliation et donc une certaine souffrance aussi. Il y a tout un devoir de mémoire qui y est lié, mais
À peine Madame Altman a-t-elle obtenu le bien en retour qu'elle le revend pour plusieurs centaines de millions d'euros dans une galerie d'art à New York. Et donc on voit quand même de manière insidieuse la logique de croissance qui revient à travers ces demandes en restitution. Un deuxième exemple qui lui sort du cadre juridique existant est tout l'enjeu de la restitution de biens culturels de pays colonisés en Afrique, où on voit que maintenant il y a un rapport qui a été réalisé par 2 experts qui a été publié fin novembre à la demande du président Macron, qui est très intéressant, qui non seulement se situe dans le cadre éthique et diplomatique, puisque c'est là-dedans qu'on joue quand on sort du cadre juridique pour rendre des biens, mais qui propose quand même de modifier le code du patrimoine français pour pouvoir, de manière nuancée, pas de manière générale, donc certains biens limités, enfin, avec un certain cadre temporel pour les rendre, mais tout de même de pouvoir rééquilibrer certains rapports de force. Et ce rapport a fait effet de boule de neige. Nous aussi, en Belgique, on connaît quelques discussions de biens culturels que nous avons, surtout du Congo, où le musée de Tervuren, mais aussi certaines universités, le musée des sciences naturelles, se penchent sur la question. Et donc, en conclusion, je pense que le droit du patrimoine culturel, et en particulier celui des biens culturels mobiliers, illustre bien cette tension entre l'autonomie collective de la protection des biens culturels, qui façonne en fait l'identité culturelle collective et qui fait sens pour l'individu et pour toute une collectivité passée, présente et future, et le libre marché de l'art. Mais en même temps, ces règles n'en sont qu'à leur balbutiement. On reste dans un cadre avec des rapports de force asymétriques en faveur du libre marché, de la libre circulation des objets d'art. Merci. Je vous propose peut-être de poser vos questions maintenant. Ou vous préférez, vu qu'on a que 2 contributeurs, on peut peut-être faire tout après. Non. Alors nous allons avoir le plaisir d'écouter Alain Stroel. Alain Stroel, il est juriste, il est économiste, il est philosophe, il est professeur de droit ici à Saint-Louis, ainsi qu'à l'Université catholique de Louvain. C'est un grand spécialiste de la propriété intellectuelle en général, du droit d'auteur en particulier. Ses recherches récentes portent sur les relations avec les nouvelles technologies, également l'économie collaborative, et il va nous entretenir pendant un quart d'heure, 20 minutes, d'une question fondamentale, de plus en plus fondamentale, les communs digitaux. Alain, je t'en prie. Avec une version un peu différente, les communs numériques, c'est la même chose. Bien, bonjour à tous. Première information, et je le regrette, il n'y aura pas de transition. Il n'y aura pas de transition parce que parfois il y a des problèmes technologiques dans cette maison. J'avais prévu une présentation avec des transitions. On a dû transférer nos fichiers en PDF. C'est pas grave. Je vais quand même parler du droit en transition et des communs numériques. Je vais commencer par les communs et puis j'envisagerai l'application de la théorie du droit en transition et des différentes versions du droit au domaine que je connais, la propriété intellectuelle notamment. Je repars d'un débat qui est assez intéressant sur les réseaux sociaux et dans les médias. Est-ce que les gilets jaunes constituent un commun ou pas? Alors il y a beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels et des spécialistes des communs qui prennent position. Vous connaissez peut-être Pierre Dardot, philosophe, et Christian Laval, sociologue. Ils ont écrit un ouvrage qui reste un ouvrage de base, commun, avec entre parenthèses d'ailleurs le S, qui a tout ce débat singulier ou pluriel. C'est intéressant et en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un lien entre commun et transition. Et quand on voit certaines publications, par exemple celle ici, vous voyez la page de couverture, Omnia sunt communia, c'est un auteur italien, le sous-titre de son livre, Principe pour une transition vers le post-capitalisme. Ce qui est surtout intéressant, c'est que il y a tout un débat sur cette notion de commun, qui est un débat presque sans fin, mais ce qui est important, c'est de ne pas se limiter sans doute à la représentation du commun comme des ressources ou des biens pour certains, et notamment ceux qui, je pense, travaillent la question des communs par rapport à celle de la transition, faisant un autre modèle, mettent en évidence le commoning, le fait
de faire en commun, et donc tout le lien qui se crée à travers le faire ensemble. Est-ce que ça suffit pour qu'on ait un commun? Parce que, alors on peut poser la question à propos des Gilets jaunes. Il y a sans doute un faire en commun, en tout cas dans certains lieux, certains ronds-points, etc. Je suis parti à une liste de discussion qui, vous voyez, a le titre biencommun.org. C'est assez intéressant de voir les débats, il y a beaucoup de Français qui participent. Et donc il y a eu tout un débat sur cette liste, sur la question de savoir est-ce qu'on a affaire à un commun ou pas. Et Sébastien Broquet, qui est sociologue et lui aussi d'ailleurs spécialiste, participe à cette liste de discussion. Et je pensais son intervention assez intéressante, parce que certains, par exemple, on a vu Dardot et Laval, mettent en évidence le fait qu'il faut une action collective démocratique. Et donc, ils sont tentés par la qualification des Gilets jaunes comme un commun. Mais ici, Broca met justement en évidence que ça ne suffit pas. Il faut des arrangements institutionnels, parce qu'il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et alors, les choses deviennent plus compliquées, bien entendu, dans la qualification notamment. Mais vous voyez qu'il met en évidence là, la question de savoir quels sont les outils juridiques qu'on doit utiliser pour défendre l'ouverture et pour défendre l'accessibilité à ces ressources qu'on appelle les communs. Et puis il y a d'autres questions juridiques, mais ça je ne vais en tout cas pas les aborder. Les structures socio-économiques, la structure de la coopérative par exemple, ou fondation, etc. Et d'autres questions sur le rapport avec le politique et l'état social, vous le voyez. Et je pense que ça, ce sont toutes des questions extrêmement complexes, bien entendu, mais qui remettent le droit au centre. Et évidemment, c'est plutôt mon propos en tant que juriste. Donc je vais d'abord un peu revenir sur la notion de commun, voir si la notion de commun numérique fonctionne et peut être appliquée à quoi. Ce qui me permettra de revenir un peu sur la notion d'appropriation, et puis je reviendrai dans une partie à la fin sur le débat droit de croissance, droit d'autonomie, en l'appliquant au droit d'auteur et au droit sur les données personnelles pour conclure enfin. Voilà. Définition d'un commun, je reprends celle de Benjamin Corvillard, qui est un économiste français qui a édité plusieurs ouvrages, a écrit pas mal sur le sujet. Ici, c'est le retour des communs il y a quelques années, dans une collection qui porte d'ailleurs un titre assez intéressant, Les liens qui libèrent. Intéressant, le paradoxe. Alors, il faut une structure de gouvernance, c'est essentiel, bien entendu, parce que la notion de ressources, bien entendu, elle est centrale, mais il faut une structure de gouvernance assurant une distribution des droits entre les partenaires, avec une finalité, je dirais à court terme, c'est l'exploitation ordonnée de la ressource, pour permettre la reproduction dans le long terme. Alors ça, c'est le souci des communs naturels ou immatériels, ou matériels, pardon. La reproduction, la préservation. Lorsqu'on s'intéresse, bien entendu, aux communs numériques, ou aux connaissances, aux informations, on parle parfois aussi de commun des connaissances, ou commun des informations, ou commun informationnel. C'est-à-dire que la terminologie n'est pas tout à fait stricte, mais là, ce qui est clair, c'est que l'objectif n'est pas la préservation. Parce que dans ce domaine-là, ce qu'il faut, c'est plutôt multiplier les ressources et les diffuser au maximum. Et donc toute la logique, effectivement, qu'on a appliquée au commun naturel et notamment l'environnement ne fonctionne pas. C'est une gouvernance qui est orientée par d'autres finalités. Alors là, voilà, transition, il n'y en a pas là. J'aurais voulu vous montrer des petits moutons qui gambadent sur une prairie, puisque c'était l'image, mais qui est cachée ici par cette ampoule. Parce que la semaine dernière, on a fêté les 50 ans de l'article de base de Garrett Harding qui s'intitule « La tragédie des communs ». Vous le connaissez sans doute, cet article, qui est un classique dans le domaine. Il y avait un article dans The Economist par un juriste américain qui est revenu sur la question des plutôt communs de l'esprit. Bon, alors évidemment, lorsqu'on s'intéresse aux communs de l'information, la tragédie des communs, avec la surexploitation d'une ressource naturelle, s'il n'y a pas de droit de propriété, c'était l'approche de Garrett Harding, ne fonctionne pas, puisque plus il y a de partage, plus on est, plus la valeur aussi de ces communs informationnels augmente. Donc, à la limite, là, la tragédie, elle est de l'autre côté.
c'est la tragédie des anti-communs, et on a des publications sur le sujet. Alors je voudrais maintenant passer en revue quelques objets, des objets parfois très complexes, mais quand on voit la littérature sur les communs numériques ou informationnels, certains ont dit par exemple qu'Internet, c'était un commun. Et là, il y a un point d'interrogation, je m'en expliquerai. Puis il y en a d'autres que vous voyez là, et notamment celui de l'open access qui nous intéresse ici en tant que scientifique, avec tous les autres open, puisque l'open access fait partie du mouvement open science avec d'autres approches comme l'open data, etc. Je suis toujours un peu circonspect avec la notion de open. C'est complexe, je pense que ce n'est pas parce que c'est ouvert qu'on a un commun, et on pourrait le démontrer à partir de, par exemple, Open Innovation et d'autres exemples. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, Internet, est-ce que c'est un commun? Bon, on a lu dans les premiers, je pense, articles sur l'application de la notion de commun aux immatériels, oui, parce qu'on a insisté sur le fait qu'Internet a permis le partage. Alors, je pense que là, il faut être prudent, parce qu'évidemment, c'est un complexe, c'est un ensemble très complexe, l'Internet, il y a beaucoup de couches. Et c'est vrai qu'au départ, la couche infrastructure, donc ce sont grosso modo l'étude, tous les supports de l'Internet, ont été conçus de manière à être ouverts, parce que les protocoles, et donc la technique, le code, pourrait-on dire, a été conçu en faveur d'une dissémination et d'un partage maximum sur ces nouveaux réseaux. On a d'ailleurs, du point de vue juridique, toutes les règles qui protègent la neutralité du net, qui ont rapport avec cette couche infrastructure qu'on veut laisser ouverte et accessible, et selon laquelle toutes les informations doivent pouvoir circuler sans priorité sur cette couche infrastructure. Et puis quand on s'intéresse au contenu, à une couche supérieure de l'Internet, là il y a certainement des évolutions. C'est vrai que quand j'ai grandi dans les années 90, enfin j'étais déjà grand à ce moment-là, hein. Quand j'ai vieilli, déjà dans les années 90, apprenant les choses comme il le faut, on a découvert, et d'autres ici, on a découvert l'encyclopédie Wikipédia, qui bien entendu était une des premières manifestations d'Internet pour un scientifique, et c'était fantastique. Alors ça, oui, si on associe l'Internet à Wikipédia, oui, c'est un commun, parce que là, il y a un système de gouvernance strict, on ne va pas rentrer dans le cadre. Wikipédia n'est pas une structure non structurée, c'est quelque chose qui est réglé. Et puis, il y a tout un système de licences, on reviendra sur la question des licences ouvertes utilisées par Wikipédia et d'autres communs numériques. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, puisque l'Internet, on n'y accède pas, le commun de Mertel n'y accède pas en ouvrant une page de Wikipédia. On passe par Google, on passe par Facebook, et on a bien entendu toute une série de gardiens de l'accès, et des filtres. On n'imagine pas le nombre de filtres qui font qu'une partie très particulière de l'information nous arrive, parce qu'il y a des algorithmes qui systématiquement classent les contenus sur Internet et qui nous offrent par ailleurs des publicités et du fake news. Donc, parler encore de commun à propos d'Internet, et vous avez une citation là de Tim Wu qui a fait des ouvrages assez intéressants sur l'Internet. Oui, ça marche peut-être au début des années 90. Là, on pouvait considérer peut-être que c'était un commode, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà une slide où il y aurait eu de la transition aussi, mais bon. Alors, avec ce paradoxe, parce que, évidemment, Facebook permet des mouvements sociaux. C'est clair que sans Facebook, les gilets jaunes, c'eût été plus compliqué, parce qu'il faut se réunir, il faut donner rendez-vous, et il y a énormément de groupes Facebook qui ont permis la communication. Alors c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que ça facilite l'émergence d'un mouvement, mais en même temps, je pense que ça compromet tout à fait la victoire. C'est ce qu'on aurait pu voir là sur la slide. C'est assez complexe, évidemment, comme phénomène, mais je crois que ça fragilise, même si ça permet à certains mouvements sociaux de se manifester, ça les fragilise aussi, puisqu'il y a une tendance, notamment, à oublier le face-à-face et l'interaction humaine, qui fait sans doute que ça dure
moins longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que on s'en est rendu compte et que vous avez de nouveaux groupes qui essayent de développer d'autres outils que les outils hyper contrôlés de Facebook et d'autres plateformes, avec par exemple un projet sur le développement de Mobilisons, qui sera un nouvel outil convivial, émancipateur et éthique d'après ses concepteurs. Donc c'est intéressant parce que c'est quand même problématique. On peut imaginer avec tous les leaks de Facebook, on peut imaginer, c'est pas exclu, que par exemple quelqu'un comme Marine Le Pen ait déjà accès à tous les réseaux qui sont les réseaux qui se sont constitués, tous les petits groupes de Facebook. C'est vrai que ça pose quand même problème. Bon. Alors, les communs, maintenant, dans le domaine du logiciel, je ne sais pas si vous connaissez le monsieur, là, qui a ses longs cheveux, il n'a pas tout à fait une tête de juriste, je n'en vois pas dans la salle qui ressemble à ça. C'est plutôt un geek, mais quand il vient, je me rappelle, il est venu à l'ULB, là, alors là, vous avez des masses, c'est les tout grands auditoires débordent, puisque c'est le pape du logiciel libre. On ne se rend pas compte, toujours en tant que juriste, il y a d'énormes communautés qui ont d'autres approches des choses, et assez intéressantes. Alors lui, il est au départ du mouvement du logiciel libre, et le logiciel libre, c'est quoi? Là, le texte souligné ou entouré l'indique, c'est essentiellement un mouvement qui est centré autour d'une licence, d'un contrat, et c'est grâce au contrat que l'on peut assurer la communauté. Je ne sais pas si vous avez déjà creusé cette question, mais c'est vrai que les communautés des logiciels libres, elles existent grâce aux outils à la fois de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur en particulier, et des contrats. On pourrait détailler ça, mais c'est peut-être un peu technique, avec ce paradoxe du copyleft qui est en principe opposé au copyright, mais en fait qui repose sur la force du droit, qui est un droit de propriété, qui permet d'agir contre un tiers, et sur la force du contrat, mais qui a cette limite de ne valoir qu'entre parties. C'est la combinaison de ces deux outils juridiques qui permet d'imposer la liberté, puisqu'il s'agit d'imposer la liberté. Mais il faut un levier pour l'imposer, et le levier, c'est le levier juridique, cette combinaison assez intéressante de la propriété et du contrat. Donc les communs, bien entendu, ne sont pas des régimes de non-propriété, au contraire, et donc tout le présupposé de Hardin, il faut le jeter à la poubelle. Donc il y a un rapport qui est finalement un rapport assez ambigu à la propriété, parce que les partisans du libre, du logiciel libre par exemple, sont des ardents opposés de la propriété intellectuelle, mais ils visent plutôt les brevets. Et donc là on pourrait faire la distinction entre brevets, mais officiellement on la critique, mais on l'utilise dans les outils pour imposer la liberté. C'est ça qui est intéressant, je pense. Il y a aussi, dans ce mouvement, soi-disant très libre, il y a aussi, quand on analyse, et ce sont plutôt des sociologues qui ont fait ça, les communautés de logiciels libres, ce sont des communautés qui sont sujettes à une gouvernance quand même assez structurée. Et le travail n'est pas nécessairement gratuit. Donc il y a des hiérarchies, il y a un appareil managérial parfois dans ces groupes qui développent ces communs logiciels. Et parfois, il y a un rapport avec le marché. Parce que les grands succès de l'open source, on l'oublie parfois, si on songe à Firefox par exemple, ou surtout Linux ou Apache, s'appuient sur en fait des tiers. Et pour le cas de Linux et Apache, il y a eu des analyses. Beaucoup de salariés qui travaillent dans des sociétés commerciales comme IBM sont d'abord intéressés par le logiciel de la contribution libre et parfois un peu incités par leur direction à passer du temps sur des logiciels pour des raisons qui sont peut-être en partie aussi commerciales. Donc il y a un mix qui est assez compliqué, une articulation quand même d'un commun avec aussi le marché. Au point d'ailleurs que ce qui a par exemple été annoncé cette année-ci, puisqu'il y a eu 2 acquisitions très importantes dans ce domaine-là. IBM a racheté Red Hat, qui était un des plus grands développeurs et éditeurs de logiciels libres, et puis GitHub, qui est une plateforme de logiciels libres, a été racheté pour plus de 7 milliards de dollars par Microsoft. Et donc le logiciel libre, oui, on est un peu en dehors du marché, mais le marché n'est pas loin non plus. Parlons d'autres contenus. Non plus les logiciels, mais les contenus partagés
et qui sont soumis à des licences qu'on appelle, vous les connaissez, les Creative Commons, qui peuvent s'appliquer à différents types de contenus, du texte, des photos, etc. On peut l'appliquer, et c'est une licence qui a été développée par un groupe d'universitaires américains, et puis qui a été virale, parce qu'elle a été utilisée dans le monde entier. C'est un succès d'un concept ou d'un contrat qui est assez faramineux. On ne va pas rentrer dans les distinctions. Je souligne là, vous voyez, la Creative Commons de base qui impose l'attribution. L'attribution, c'est le fait de reconnaître qui est l'auteur du contenu créatif protégé. Tout le restant, en principe, est libre. C'est intéressant parce que c'est une des licences que ceux qui poussent pour l'open access, je parle maintenant des communs éditoriaux, c'est ce qu'on nous propose. Très récemment, il y a eu l'annonce du plan S en ce qui concerne l'open access, poussé par l'ERC, la Commission européenne et plein d'autres, qui est une extension à toute publication des obligations qu'on peut déjà avoir pour certaines publications en revue en Belgique, francophone. Mais vous voyez qu'il y a la nécessité d'utiliser un contrat. Et on suggère d'ailleurs le contrat Creative Commons by You avec simplement le droit d'attribution. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on va vers le modèle de l'open source. Comment? Parce qu'il y a une modification de la propriété intellectuelle, la loi sur le droit d'auteur, modification donc, du 30 juillet dernier en Belgique, qui a consacré en fait un droit inaliénable pour un auteur de mettre le manuscrit en libre accès après une période d'embargo. Et ce droit est inaliénable et impératif. Il emporte d'ailleurs sur des dispositions contractuelles contraires qui pourraient être insérées par l'éditeur dans le contrat d'édition. Et même si c'est un droit étranger qui est applicable, il prime. Donc c'est une disposition d'ordre public international qui impose vraiment ce droit qu'on ne peut plus écarter par contrat, même en désignant un autre droit applicable au contrat. Donc vous voyez qu'on utilise quand même les ressources, parce que ça c'est le droit d'auteur, c'est une disposition du droit d'auteur, on utilise les ressources de la propriété pour assurer une forme de liberté et d'accès. Alors, j'en viens au modèle de l'appropriation, et j'espère pas être trop long, de l'appropriation ou de la désappropriation, dépropriation. Il y a toujours ce paradoxe. C'est vrai que tout le débat sur la ZAD, c'est un débat qui a été mené au nom du débat contre la propriété privée en partie, mais en même temps, il y a des revendications d'appropriation. La ZAD appartient, disent les militants, à ceux qui en prennent le soin. Et donc il y a une exigence, bien entendu, qui est une exigence d'appropriation dans un mouvement social, qui passe peut-être par alors ce que j'appelle le triangle de l'appropriation, qui se compose d'un côté des droits de propriété, c'est essentiel, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les deux autres angles de ce triangle, parce que si on se concentre trop, ce qu'on a fait, et notamment certains mouvements sociaux contre certains droits de propriété, par exemple les brevets sur le vivant, etc., on oublie le restant, et l'appropriation, elle peut passer par des dispositifs contractuels, mais l'inverse aussi, évidemment, puisqu'on vient de voir avec les communs. Les communs, c'est la dépropriation imposée par contrat aussi, et puis il y a tous les dispositifs technico-pratiques qui sont là à faire un triage, bien entendu, et qui permettent une appropriation par les opérateurs qui utilisent les technologies. Alors, juste pour encore parler du rôle des contrats, j'ai plutôt évoqué pour le moment les contrats. C'est long, oui, ok, bon, je peux passer ça. Comme vous voulez. Ah, moi, je peux m'arrêter rapidement, ou j'en viens à la partie qui rebondit directement sur ce que tu as fait, et on laisse passer l'Internet des objets. Les droits d'auteur. C'est vrai qu'il est tard, c'est une longue journée, comme Saint-Louis a l'habitude d'en organiser. C'est vraiment quand on est en fin de journée, on a vraiment l'impression d'avoir eu beaucoup de nourriture spirituelle, parfois un peu trop, mais bon. Les droits d'auteur. Alors, c'est de la propriété intellectuelle. Le nom, c'est propriété littéraire et artistique. Donc, a priori, ça se range dans le droit de la croissance. Et c'est vrai, c'est indéniable que c'est un incitant à créer, surtout à diffuser, en assurant une garantie pour celui qui exploite d'un retour économique à travers l'exclusivité conférée par la propriété intellectuelle. Et donc, c'est un droit qui comporte toute une série de prérogatives permettant l'exploitation.
Donc là, on est certainement du côté du droit de la croissance, mais en même temps, le droit d'auteur, quand on voit, quand il s'est installé, on pourrait revenir à 1791, c'est à ce moment-là, avec le Chapelier, etc., qu'on consacre le droit d'auteur pour la première fois. On pourrait revenir à cette période-là, mais ça a été aussi quelque chose comme une libération par rapport au modèle du patronage ancien, une certaine servitude par rapport au patron des arts. Alors, je pense qu'il y a aussi, donc on ne peut pas le ranger uniquement dans le droit de la croissance, parce qu'il y a aussi un droit de l'autonomie au sein de ce droit. Par exemple, parce qu'il consacre des droits moraux à l'auteur, dont le droit d'attribution, qui est d'ailleurs au centre des communs numériques, en tout cas des licences Creative Commons. Et puis, il y en a d'autres. Donc, on consacre des droits inéaliénables. Il y a un régime, par exemple, et là, on pourrait faire la comparaison avec le droit du travail, de l'auteur salarié, qui est beaucoup plus favorable aux créateurs. Il y a, par exemple, on a renversé le principe du droit du travail selon lequel le produit du travail appartient à l'employeur. C'est l'inverse dans le domaine du droit d'auteur, en tout cas dans une série de pays. Et puis il y a encore d'autres droits. Et donc, oui, il y a les deux, je pense. De même que dans le droit sur les données personnelles, j'avais vu que Antoine classait plutôt ce droit-là dans le droit de l'autonomie. C'est sûr que le droit sur les données personnelles consacre des droits et toute une série de droits à la personne sur ces données, pour l'information, etc. Mais on a par exemple dans le RGPD, vous connaissez l'abréviation, tout le monde la connaît, on a cliqué tous désespérément pendant quelques jours, mais il y a aussi un droit à la portabilité des données vers un autre service. Et quand on consacre un droit à la portabilité des données personnelles, oui, c'est de l'autonomie, mais c'est en même temps la transformation des données en un bien, une marchandise. Et je pense qu'on va vers ça. Donc ce droit à la portabilité qui est justifié par le fait que sinon on est pieds et poings liés avec les services, donc on doit pouvoir prendre nos données et aller vers un autre fournisseur. Mais ce faisant, on permet le développement d'un marché, bien entendu, puisqu'on fait jouer la concurrence. Et il y a par ailleurs, dans ce régime du RGPD, la contrepartie des droits, c'est quand même la libre circulation des données. Et c'est ça la base aussi de ces dispositions. Et donc là aussi, on permet le développement d'un marché. Voilà, conclusion, finalement l'essentiel, je l'ai dit, je pense que les choses sont très très mixtes, et notamment dans le domaine des communs. Bon, quand on lit par exemple cette citation d'André Gosse, moi je suis un peu sceptique. La connaissance, l'information sont par essence des biens communs. Bon, sauf, bon, il y a une restriction à la fin de la phrase, mais je pense que l'usage, c'est pas la nature, mais c'est l'usage qui définit le type d'appropriation, et le commun, c'est un commun par destination. Et donc on pourrait débattre de cette notion de propriété. Je crois qu'on doit abandonner la propriété du Code civil. On doit se rappeler qu'il y a quelque chose comme une institution, mais vraiment instituante dans notre système. Ça, c'est ce que certains ont appelé la vraie constitution, la propriété du Code civil, mais ce n'est pas tellement, et pas uniquement l'article 544. Et en fait, quand on voit la notion qui est utilisée par exemple par Elinor Ostrom, cette notion de droit de propriété au pluriel, c'est une notion beaucoup plus complexe et qui correspond un peu mieux à ce principe d'appropriation, qui implique aussi des dispositifs de facto. Ce n'est pas nécessairement des droits, ce sont aussi des dispositifs et des arrangements de facto. Et je pense que donc il ne faut pas penser les communs comme l'autre de la propriété, parce qu'on risquerait de rater notamment la force instituante du droit et de certaines institutions juridiques qu'on peut utiliser dans plusieurs sens. Mais le droit peut être utilisé pour forcer la liberté et pour forcer l'accès aux ressources. Donc voilà, omnia sunt communia avec un petit c, voilà, pour s'amuser. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux. Nous avons quelques minutes pour des questions et surtout des réponses. Merci, c'est une question pour Alain Strowel. Voilà, s'il apparaît des formes d'agrégation juridique, des contrats qu'évoquent bizarrement le droit romain, la façon
façon dont la famille était organisée dans une universalité qui va devenir ensuite la société. Enfin, donc il y a des métaphores. Ça veut dire qu'on peut poursuivre cette grande évolution historique et faire ce que vous suggérez, c'est-à-dire abandonner la définition du Code civil de la propriété, et on pourrait l'abandonner de la même façon, c'est-à-dire au fond en proposant des contrats. La définition du Code civil peut sortir du Code civil, elle peut naître de ces pratiques. Alors est-ce que vous auriez, très concrètement, quelque chose dans votre boîte qui serait, au fond, le résultat de vos réflexions, un mode, un contrat de commun, pour justement passer dans quelque chose d'opérationnel? Vous pouvez nous le rédiger là, peut-être? Je ne l'ai pas encore rédigé, mais il y en a qui ont été préparés. Puisque tous ces communs informationnels numériques reposent sur une série de contrats. Donc il y a les contrats du logiciel libre, il y a les contrats Creative Commons, et il y en a d'autres. Donc on pourrait repartir de là. Et je pense qu'il faut chaque fois ajuster le contrat à la nature du commun et des relations qu'on veut instaurer autour de cette ressource. Donc voilà, mais j'ai pas ce contrat, je peux pas, parce que moi je suis, bon, il y a plein d'appellations, c'est vrai que certains intellectuels aiment bien venir avec d'autres termes, j'ai lu des licences de réciprocité, mais bon, ça ne me paraît pas tout à fait convaincant, c'est Michel Bowens qui a mis ça en évidence, mais par contre, on a déjà une série d'outils. Avec la difficulté, c'est que c'est plutôt la multiplication des modèles de contrats qui font que justement dans le domaine du logiciel, par exemple, du logiciel libre, vous avez ce qu'on appelle les forking, les versions évoluent de manière différente parce que voilà. C'était ce à quoi je voulais revenir, c'est-à-dire qu'en fait, donc il y a c'est comme la valse, 1, 2, 3. 1, c'est la loi, 2, c'est le contrat, mais peut-être qu'on pourrait penser à autre chose. C'est-à-dire qu'on voit bien des choses qui naissent dans le contrat, mais on pourrait imaginer autre chose. On parle de statut. Vous voyez ce que je veux dire? Si on essaie de faire évoluer les modes d'interrelation, de gestion du pouvoir des ressources sans appropriation totale par le marché privé, c'est peut-être une autre forme. Ça, ce n'est pas nécessairement le contrat tel que les communs. Oui, mais donc, quand j'ai cité tout au début Sébastien Fonquin, qui écrit des choses assez intéressantes, il parle des arrangements institutionnels. C'est beaucoup plus large, mais un des aspects, c'est l'outil juridique du contrat, qui est utilisé notamment dans les univers de la connaissance. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des types d'organisation et réfléchir sur la gouvernance dans une coopérative ou d'autres modèles, mais ça c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que c'est un autre instrument juridique là. Mais ça c'est plutôt au niveau de la structuration de l'activité au sein d'une entité. Voilà, c'est un autre domaine. Je n'ai pas abordé ça. Abandonner le droit de propriété et les contrats, ça fait beaucoup en un coup quand même. D'autres questions? Non? Oui. Attendez une seconde, que le micro arrive. Merci. Une question par rapport aux données judiciaires, au fait qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Aujourd'hui, et qu'une des grandes questions de la justice prédictive, c'est la question de l'open data dans la justice. Et on dit que l'intelligence artificielle, la justice prédictive, etc., ça va finir par arriver, même si en Belgique actuellement on a plutôt l'impression d'être au 19e ou au 20e siècle, mais en manière d'informatisation, mais on nous dit que ça va arriver. Mais que le risque, c'est les ligues tech et le fait que ce soit des sociétés privées qui s'approprient les données juridiques. Et je me demandais si... c'est une question un peu... savoir si vous pensez qu'il y a encore une chance, une possibilité, que pour que cette open data existe vraiment et que cette justice prédictive soit au service du bien commun d'intérêt général et pas uniquement de certaines sociétés, est-ce que c'est possible encore aujourd'hui d'espérer, est-ce qu'on est encore en état d'obtenir une publicisation des ventes de données, des jugements, etc. Ou bien est-ce que c'est peine perdue et que l'État n'arrivera plus à imposer une communisation de ces données juridiques?
une question qui est en partie dans le sujet, mais qui déborde aussi. Hein. Donc on ne va pas parler d'intelligence artificielle, je pense qu'il y a plutôt à comprendre. Vous parlez des open data. C'est vrai que... oui. Mais donc, si on parle du numérique, bon, j'ai parlé d'une série d'objets numériques, le logiciel, d'autres contenus créatifs qui sont protégés par le système de licence. Si on en arrive maintenant aux données elles-mêmes, là c'est une question effectivement importante. Et un des risques, je pense, c'est que c'est très bien de pousser l'open data. Mais l'open data risque de profiter à ceux qui ont les moyens d'exploiter cette open data. Et donc aujourd'hui, il faut bien entendu pousser pour l'open data, mais il faut aussi qu'il y ait des mouvements qui puissent peut-être concevoir des communs de données qui permettent de garder un certain contrôle. Parce que sinon, effectivement, les données étant ce qui nourrit l'intelligence artificielle, on sait très bien que les grands opérateurs ne rêvent que de l'open data d'une certaine façon, puisque ça leur permet d'avoir des outils qui sont de plus en plus performants. Donc voilà, ça c'est un sujet. Puis bon, il y a tout le sujet sur l'accès aux documents judiciaires, etc. Ça, peut-être laissons ça pour une autre fois. Une dernière question. Oui, c'est une question. Merci. Une question pour Marie-Sophie, la protection du patrimoine culturel. Donc, tu as bien montré la tension entre le marché et un certain souci public de conservation en vue de transmission. Mais je pense aussi, c'est pas toi qui vous le dis, je pense que le sujet de pointe de ta thèse, aussi des prémices d'une responsabilisation du propriétaire privé, peut-être plus pour le patrimoine immobilier que l'immobilier, mais qui s'inscrit peut-être encore mieux dans le projet du colloque ici, d'un droit de l'autonomie basé sur une responsabilisation du propriétaire privé. Voilà, je trouve l'occasion de dire un mot. Oui, je me disais d'ailleurs quand monsieur parlait de propriété et contrat 1, 2, 3, le 3 pour moi c'est la responsabilité. Et donc effectivement, merci d'avoir abordé, j'en ai pas parlé dans la présentation ici, mais une manière de contourner la question de comment aborder le droit de propriété, est-ce qu'on le saborde au niveau du code civil, est-ce qu'on en développe un nouveau, comment, quelle définition, etc., est de passer par la responsabilité. Et de bien plus voir ça, bon, moi personnellement dans ma thèse je développe une idée de responsabilité partagée où plusieurs acteurs selon leur capacité peuvent participer à la responsabilité pour protéger le patrimoine culturel. Et je crois que c'est une manière de déjà pouvoir avancer dans tout ce domaine, moi dans le domaine du patrimoine culturel, mais peut-être dans d'autres domaines, sans nécessairement devoir directement remodeler toute une propriété qui nous a tout de même imprégné pendant plusieurs siècles et qui est parfois plus difficile à aborder de front. Donc je crois que c'est une piste aussi très féconde en complément, en contournement. Merci beaucoup à nos orateurs de ce panel et je vous propose non pas de faire un break mais de rejoindre le public. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir à tous. Et je vais commencer par présenter nos trois invités. Commençons à gauche. Je vous présente Delphine Houbat, qui est échevine de la ville de Bruxelles, échevine de la culture et du tourisme depuis très peu de temps, depuis 2 semaines exactement. Et agenda scabinal oblige, elle devra nous quitter un peu avant la fin du débat, parce qu'elle remplace au pied levé l'ancien ministre Pierre Dermagne, qui devait être là ce soir et qui malheureusement ne peut pas être présent. Donc merci à elle d'avoir été là ce soir. Et avant d'être échevine, vous avez commencé votre carrière, votre parcours professionnel
dans l'associatif. Et puis vous avez été conseillère des ministres Paul Magnette et Jean-Pascal Lavie. Un peu plus proche du centre, nous avons Philippe Lamberts, qui est député européen écolo depuis 2009. Depuis 2014, vous êtes le président du groupe des Verts au Parlement européen. Je pense que c'est la première fois qu'un Belge l'est depuis Paul Lanois. Et alors vous avez un pédigré peut-être un peu atypique, à la fois pour un écologiste et pour un mandataire politique, vu que vous avez été ingénieur informatique chez IBM, vous avez eu une longue carrière dans le privé, donc vous ne faites pas partie de cette catégorie d'animaux politiques qui ont fait tout leur parcours professionnel comme mandataire, comme élu. Vous êtes venu sur le tard à la politique, en tout cas professionnelle. Et enfin, à ma droite, Laurent Debry, qui a ici un statut un peu hybride, à la fois politique et intellectuel. Vous êtes le chef de cabinet de la ministre Martine Fitz, CDH. Vous avez été aussi le directeur du CEPES, le centre d'études du CDH. Mais vous êtes également un philosophe politique qui réfléchit aussi sur la philosophie de l'économie, professeur à l'université de Namur, auteur d'une des tentatives peut-être les plus abouties de repenser la pensée politique issue de la démocratie chrétienne et du centre, avec un livre qui s'appelle L'humanisme démocratique, que vous avez fait en 2009, donc ça date déjà. Et alors vous êtes aussi, même si ce n'est pas à ce titre-là que vous parlez, l'un des cofondateurs d'e-Change, qui a une nouvelle plateforme politique fondée notamment par Jean-Michel Javot, qui est transpartie justement et qui a pour objet de repenser un peu la démocratie dans laquelle on évolue en Belgique. Voilà. Peut-être pour cadrer le débat, il me semblait utile de dire que on est dans un moment un peu particulier au moment où on parle, notamment parce qu'on vient d'assister à l'effondrement du gouvernement Michel, qui, voilà, on est toujours dans un moment de flottement au niveau politique belge, mais on a aussi assisté ces 2 dernières semaines à une période sociale relativement inédite, avec des mobilisations de différents ordres, une manifestation de 75 000 personnes en faveur du climat, ce qui était complètement inédit en Belgique, le surgissement du phénomène des Gilets jaunes, et dimanche passé, ce qu'on peut appeler une forme de démonstration de force de l'extrême droite au rond-point Schuman. Donc on est dans un moment particulier, d'autant plus particulier, je pense, qu'on est aussi à un moment où on se demande si l'espèce humaine, tout simplement, aura encore sa place sur cette planète dans 50 ans, dans 100 ans. Donc on ne peut pas faire comme si on parlait de politique, du travail, de l'économie, de la démocratie, comme si on était à un moment normal, quoi. On est dans un moment très particulier. Et donc, je voulais, comme première question à nos invités, vous faire rebondir sur une phrase prononcée par Philippe Moureau dans une de ses dernières interviews. Donc, Philippe Moureau, qui était pour Maise de Molenbeek, vice-premier ministre, une des figures marquantes de la politique belge des années 70, 80, 90, 2000, et qui est décédé dimanche passé, samedi passé, et qui, dans une de ses dernières interviews, disait « À long terme, nos sociétés devront choisir entre, d'une part, garder une énorme masse de chômeurs, et d'autre part, réduire le temps de travail. » Et comme première question, justement, à nos 3 invités, je vais vous demander si vous êtes d'accord sur ce raisonnement-là. Est-ce qu'on est vraiment face à ce dilemme-là aujourd'hui? À long terme, nous devons choisir entre, d'une part, une énorme masse de chômeurs en Belgique, en Europe, et d'autre part, réduire le temps de travail. Laurent Debry. Tout dépend de ce qu'on entend par travail. C'est un peu fatalement la réponse bateau. Mais si on entend par travail activité rémunérée, alors je ne suis pas d'accord. Si on entend par travail activité subie, contrainte, tout en sachant que parfois des contraintes on se les donne à soi-même, c'est son séchement intérieur, alors peut-être plus. Mais pour le dire en tour de bouteille, moi j'ai plutôt l'impression de travailler lorsque je vais faire mon jardin que lorsque j'écris un livre ou que je suis au cabinet. Bon, c'est une chance, ça veut dire que je suis rémunéré pour des activités qui me passionnent, mais c'est quand même quelque chose de significatif pour dire que si c'est pour libérer du travail rémunéré, mais en fait parce que je vais rester dans le jardinage,
parce que les revenus baissent et que l'on doit faire forcément son potager, voilà, peut-être qu'écologiquement c'est très bien en termes de circuit court et de suffisance, mais ce serait du temps de travail pour moi. En tout cas, personnellement, ce serait quelque chose que je vivrais comme du temps de travail. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce qui m'amènerait quand même à nuancer, c'est que j'ai quand même envie de dire que la première énergie renouvelable, c'est l'activité humaine. Et donc, de nouveau, je pense qu'il y a énormément dans nos sociétés, il y a énormément de besoins qui ne sont pas rencontrés aujourd'hui. Peut-être justement parce que le système de rémunération, par ce que l'on fait, que la manière dont on valorise un certain nombre d'activités, qu'on compte ce que l'on estime compter, hein, on va le dire comme tel, fait que ces activités ne sont pas rentables, même pour la personne, en termes de sources de revenus pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et moi, j'aurais plutôt tendance à espérer que, par exemple, l'évolution du numérique libère du temps d'activité humaine qui pourrait être consacré à des activités à haute rentabilité humaine, voilà, plutôt qu'à forcément du pur loisir, ou qu'à des activités contraintes non rémunérées, pour reprendre en ce qui me concerne l'exemple du jardinage. Donc j'ai quand même l'impression que c'est faux, hein, cette alternative n'en est pas une, parce qu'il y a énormément de besoins que l'on peut rencontrer qui seraient écologiquement soutenables. Je pense notamment dans nos sociétés vieillissantes, tout ce qui est de soins en personne. Il y a plein d'autres activités dans le secteur de l'éducation, par exemple, où l'on pourrait recycler, pour utiliser un autre terme dans la logique de la transition, cette énergie humaine. Donc, voilà, il y a dans la phrase sur la France en strict, je trouve qu'il y a un repli du coup individualiste. Je n'ai plus à participer à des activités socialement utiles, ou alors uniquement des activités que j'aurais choisies moi-même, qui est potentiellement problématique. Je pense qu'il y a des besoins collectifs, il faut organiser la manière de rencontrer ces besoins collectifs, et que c'est une chance d'avoir du temps d'activité libéré, mais autant que ce soit pour ces besoins collectifs. Delphine Houba. Oui, je ne sais pas si on travaille beaucoup sur cette peut-être préciser aussi, par rapport au public, voilà, j'ai coécrit un livre sur la réduction collective du temps de travail qui s'appelle « Partageons le temps de travail entre chômage et burn-out, mode d'emploi pour la semaine de 4 jours en Belgique ». Donc voilà, par rapport à la question, est-ce qu'il faut choisir... Donc on croit déjà comprendre que vous ne serez pas du même avis que Laurent Devers. Ce qui est du coup intéressant pour le débat. Donc évidemment, est-ce qu'il faut choisir entre d'un côté une masse de chômeurs et d'un autre réduire le temps de travail? Pour moi, la réponse est oui, évidemment. Et non dans un certain sens, puisqu'en fait, le temps de travail en Belgique n'a pas arrêté de diminuer. Mais je vais y revenir. Le chômage aujourd'hui en Belgique, c'est plus ou moins 370 000 personnes. Les études sur lesquelles on peut se baser, une étude a été réalisée par Philippe Defait, estime qu'on pourrait qu'une réduction collective du temps de travail en Belgique permettrait de créer entre 300 et 500 000 emplois. Il y a comme un lien en termes de chiffres et de proportions qui est intéressant, je pense. Et le temps de travail, en fait, si on regarde la façon dont il a évolué en Belgique, quand on pense à nos grands-parents, ils allaient même encore à l'école le samedi. Avant, on travaillait plus de 12 jours par jour. Ah ben voilà, j'ai un témoignage à ces deux-là. Un témoignage vivant. Et du coup, voilà, avant, on travaillait plus de 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Et puis on s'est dit, en fait, est-ce qu'on n'arrêterait pas de faire travailler les enfants? Est-ce qu'on ne travaillerait pas un peu moins de 12 heures par jour? Et toute cette évolution, en fait, en Belgique, est une évolution historique qu'on développe dans le livre. Donc je vais aller assez rapidement là-dessus. La journée de 8 heures a été fixée en 1921, la semaine de 5 jours en 1960, et la dernière réelle réduction collective du temps de travail, j'insiste sur le mot collectif, hein, je ne parle pas d'un 4/5e, payer 4/5e et des implications de ça en termes de droits sociaux. Donc la dernière réelle réduction a été la semaine de 38 heures en 2003 par le réseau de Nice. Et donc, si on prend une dynamique historique par rapport à ces données,
60 et année 2015, c'est vrai que le taux de chômage a augmenté. On note quand même l'arrivée des femmes aussi sur le marché du travail, si je peux utiliser ce terme, l'arrivée des femmes dans les débats aussi. Voilà. Les heures de travail travaillées en Belgique, donc on voit qu'en fait il y a une dynamique historique. Donc la question, c'est pas de savoir si on est pour ou contre la diminution du temps de travail, mais comment on la décide, comment on la répartit, puisque les heures de travail par semaine de nouveau n'arrêtent pas de diminuer, sauf qu'aujourd'hui les 35 heures sont déjà une réalité en Belgique, parce que si on additionne les personnes qui travaillent à temps plein, les personnes qui travaillent à temps partiel, qui sont souvent des temps partiels subis, et les personnes qui n'ont pas d'emploi, en fait on y est déjà. Une autre petite notion que je trouve importante aussi, au-delà de l'équilibre vie privée-vie professionnelle dans cette dynamique historique de réduction collective du temps de travail, et le PS plaide pour que ce soit accompagné par un maintien du salaire et une embauche compensatoire et pas d'augmentation des cadences. Petite question genre aussi, si on prend les temps pleins, les temps partiels et les chiffres du chômage, on se rend compte qu'en Belgique, dans les temps pleins, on a 2 hommes pour une femme, donc il y a 2 fois plus d'hommes qui travaillent à temps plein que des femmes. Si on prend les temps partiels, c'est 1 homme pour 4 femmes. Donc la tendance est complètement inversée. Donc les femmes, dans la façon dont la société est organisée aujourd'hui, assument un travail, mais qui n'est pas un emploi, parce qu'il n'est pas rémunéré, mais ce n'est pas non plus du loisir, s'occupe des enfants, s'occupe du ménage, s'occupe du parent qui est malade, s'occupe de faire les courses. Et donc, comme souvent l'homme a un meilleur salaire, eh bien c'est la femme qui s'efface et qui va prendre un point. Donc, pour être sûr juste de bien comprendre le raisonnement, vous voulez dire que si le temps plein était à 32 heures et non plus à 38, ça permettrait aussi une plus grande égalité entre hommes et femmes? Absolument. Donc ça, c'est au-delà de l'équilibre vie professionnel, c'est aussi très clairement une question d'équilibre au sein de la société, dans les rapports de genre. C'est une question fondamentale, tout à fait. Je vais t'arrêter là, comme ça. Alors, je laisse Philippe Lamberts exprimer sa position. Je ne suis pas sûr que j'ai très bien compris ce que Laurent Debry a dit. Par contre, j'ai un peu mieux compris ce que Delphine Ouba a dit. Mon point de départ, c'est d'abord la question de travail. Je circonscris mon propos à la notion de travail rémunéré, c'est-à-dire le travail à la fois comme ma contribution à la société, c'est-à-dire aux biens et services dont la société a besoin pour permettre à tous ses membres de mener une existence conforme à la dignité, et cette contribution a pour contrepartie un salaire. D'accord? Est-ce que le travail va disparaître? Certainement pas, et en fait je pense qu'aucun d'entre nous ne le souhaite, parce qu'à la fois comme facteur de réalisation, mais aussi parce que nous n'avons pas envie, vous et moi, d'avoir affaire à des robots dans l'intégralité de nos relations humaines et professionnelles. Nous ne souhaitons pas que le travail diminue, enfin disparaisse plutôt. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque part, ce qui est à présupposer de la pensée unique néolibérale, est-ce qu'il y a quelque part dans les astres écrite une loi des reins qui dit que pour que tous les êtres humains puissent mener une vie conforme à la dignité, la production des biens et services nécessaires requiert, heureux hasard des choses, le nombre de personnes de la population active multiplié par 38, multiplié par 48, le nombre de semaines sur l'année, multiplié par 47, la durée de la carrière. Mais si on ramène ça à l'année, oubliez le dernier 47. Et donc, il semblerait qu'il y ait une loi des reins qui fait que le travail nécessaire pour qu'on vive tous bien, c'est précisément ce chiffre-là. Et donc, si nous n'atteignons pas ce chiffre-là, c'est soit une imperfection du marché du travail, soit en fait qu'il y a des paresseux, parce que moi du travail, je traverse la rue et je t'en trouve. Je rigole, mais je ne rigole pas. Parce que c'est ça la logique prévalente. On va supprimer, enfin augmenter la dégressivité des allocations de chômage, parce que tous ces types, en fait, ils ne veulent pas travailler. On va un peu leur foutre le pied au cul, et comme ça, ils vont quand même faire leur contribution. Moi, je note pas le taux de chômage. Honnêtement dit, je ne regarde plus le taux de chômage. Ça ne m'intéresse pas, le taux de chômage. Moi, je regarde le taux d'emploi. Et je prends une statistique que Philippe Defait m'a appris à regarder, c'est le taux d'emploi exprimé en équivalent temps plein. C'est-à-dire que nous prenons le volume total horaire produit par cette multiplication que je vous évoquais tout à l'heure, qui serait le volume d'heures travaillables,
Et puis je regarde le nombre d'heures travaillées. Qu'observez-je? Que dans les pays membres de l'Union européenne qui sont les plus performants, ce taux d'emploi culmine à 75%. C'est la Suède. Allemagne, 68. Belgique, 62. Italie, 55. Donc, nous avons une capacité travaillable définie par la loi d'autant. Et ce qu'on constate, c'est que pour produire tous les biens et services qui se retrouvent dans le PIB, on utilise cette capacité que très imparfaitement. La question, c'est à qui cette situation profite. Je me rappelle d'une interrogation que je faisais à Mario Draghi, président de la BCE, qui s'inquiétait lors d'un passage en Commission économique et monétaire au Parlement européen du fait que la croissance était revenue en Europe, enfin maintenant un peu moins, mais peu importe, c'était il y a quelques mois, et que apparemment les salaires, ça ne suivait pas. Il dit, écoutez, il ne faut quand même pas chercher midi à 14 heures avec ces chiffres de taux d'emploi. Je lui ai dit, il y a encore beaucoup de mou avant qu'il y ait de la tension sur le marché du travail. Hein? Et ça profite à qui? Aux détenteurs de l'autre facteur de production qu'on appelle le capital en français. Et tout ça, c'est sans tenir compte de la révolution de l'intelligence artificielle, on l'évoquait dans le précédent panel, qui va en fait, par sa nature, augmenter la capacité d'extraction de rente des détenteurs de capitaux. Puisqu'en fait, on va substituer du travail humain à du travail mécanique ou informatique. Tout ça me fait dire qu'en effet, on est dans un système qui ne marche pas sur sa tête. Je veux dire, il a une logique. Si votre objectif est de maximiser la capacité d'extraction de rente des détenteurs de capitaux, l'évolution est plutôt favorable. Si évidemment votre objectif se rattache plus à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on est plutôt mal barré. Et donc dire que il suffit d'activer les chômeurs et tout ira bien, c'est évidemment un déni de réalité. C'est juste un déni de réalité. C'est comme ceux qui disent qu'on peut faire de la croissance sans empreinte écologique. Je dis, si on ne connaît pas les lois de la thermodynamique, on peut faire semblant évidemment, mais c'est de nouveau du déni de réalité. Et donc, oui, nous devons repenser complètement le travail et l'organisation du marché du travail, c'est-à-dire de cet endroit où s'échangent les heures payées. Qu'il y ait du travail valorisable qui n'est pas payé, ça c'est sûr. Je dis, j'en fais moi-même dans le ménage, j'en fais autrement, mais c'est sûr que je ne souhaite pas, ce qui est nouveau le rêve néolibéral, de tout marchandiser. Il peut y avoir des choses qui ont de la valeur et qui n'ont pas de prix. D'ailleurs, l'expression « ceci n'a pas de prix » est utilisée pour dire « ça a beaucoup de valeur ». Mais dans la manière de penser des économistes néoclassiques qui sont malheureusement hégémoniques, n'a de valeur que ce qui a un prix. Et donc, un travail qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. D'accord? Et donc, je laisse ça de côté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le travail comme possibilité pour l'être humain de contribuer à la vie de la société et en échange d'en percevoir une rémunération, pour moi, reste un élément central de nos sociétés. Simplement, la manière dont il est réparti aujourd'hui est une manière qui est totalement injuste, qui est efficace économiquement si l'efficacité est définie comme la capacité d'extraction de rente des détenteurs de capitaux, mais totalement inefficace ou contre-productive si la norme de l'efficacité est l'avancement dans la réalisation de la promesse de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui est plutôt ma boussole comparé à celle de la maximisation de la rente. Et donc oui, il faut une transformation profonde du marché du travail, profonde. Alors est-ce qu'il faut, ça c'est toute la question, penser à la réorganisation du travail sous forme de semaines de 4 jours? C'est vrai qu'il y a des formes de répartition du travail qui peuvent être plus fluides sur la vie. Et je pense qu'il faut essayer d'en profiter, puisqu'on peut, d'une certaine manière, commencer à sortir de la société taylorienne. Et donc peut-être qu'on peut être plus flexible dans la définition de ce qu'on attend, puisqu'en fait les 38 heures semaine, 48 semaines sur l'année, 47 années sur la carrière, est quelque part ce que la société attend de toi. C'est ça qui est écrit dans la loi. Ce que la société attend de toi comme contribution pourrait être exprimé différemment. D'accord? Et donc ça, il faut réfléchir à d'autres manières de réfléchir pour voir si on peut tenir compte justement de parcours de vie qui sont peut-être moins rectilignes que par le passé. Et
même si je combats la précarité, le fait de pouvoir dire à un moment, je prends une année sabbatique pour étudier, ou pour m'occuper de mes enfants, ou pour ceci ou pour cela, c'est plutôt quelque chose de positif. Maintenant, dernier point, c'est que repenser la réorganisation du marché du travail sans repenser la sécu et repenser la fiscalité, c'est de nouveau regarder juste un morceau de l'équation. Les trois tiennent ensemble. Et donc se dire qu'on peut maintenir le système actuel, c'est de facto dire, je suis satisfait de voir que ce qui drive l'économie aujourd'hui, c'est l'extraction de rente des détenteurs de capitaux. Et ça, désolé, mais c'est précisément ce que je combats pour l'avoir vécu pendant 22 ans. Juste pour bien comprendre votre position, vous, ce pourquoi vous plaidez, c'est les 32 heures comme nouvelle norme à la place des 38 heures Donc le contenu politique, si vous voulez aller faire des recherches à ce sujet, est extrait du champ des idées, qui est donc le travail que le Parti socialiste a mené autour de 170 propositions phares et qui date de 2017. Et donc les idées sont développées là. Et donc en effet, globalement, c'est la semaine de 4 jours de 30 heures. Ceci dit, je prends... De 30 heures, donc même pas 32. Oui, je pense que c'est 30 heures semaine, oui, tout à fait. Ceci dit, peut-être deux, trois réactions par rapport à ça. Le livre que j'ai coécrit pour le collectif Roosevelt, qui est un collectif citoyen qui est indépendant des partis politiques, c'est important de le souligner. On est parti justement pour rebondir sur la question de est-ce que ça doit être la semaine de 4 jours, etc. Non, évidemment. Il faut vraiment adapter le modèle au secteur, à l'entreprise, et ça c'est vraiment fondamental. Le début du livre, en fait, c'est un peu une approche journalistique. On se fait un peu les témoins des lieux de travail où la semaine de 4 jours, la journée de 6 heures, toutes les formules qui existent sont déjà une réalité. Parce qu'en France, on nous dit, par exemple, là, c'est une utopie, cette histoire, c'est un peu trop beau pour être vrai. En fait, pas du tout, ça existe déjà. En Belgique, en France, en Allemagne, en Suède, on a été à Göteborg, par exemple, dans une maison de repos, où les aides-soignantes sont passées à la journée de 6 heures, et ça a permis d'engager du personnel de manière compensatoire, ça a permis au personnel de reprendre davantage de pouvoir sur sa vie, de reprendre un peu le temps d'aller au sport, de voir ses enfants, de vivre un peu pour soi. Les résidents ayant vu des bénéfices en termes d'activité, d'implication du personnel, en fait, au final, moi je ne vois pas beaucoup de défauts par rapport à ça, et qu'on me trouve une autre proposition politique aujourd'hui pour créer 300 à 500 000 emplois. Je suis désolée, aujourd'hui il y a des personnes qui ont envie de travailler, il y a des femmes qui ont envie de travailler à temps plein. Quelle réponse est-ce qu'on peut apporter à ces gens-là? Alors on nous explique que c'est impayable, etc. Jean Decote, premier président de la Cour de cassation, nous a gentiment rappelé qu'en 2016, 221 milliards, et moi j'ai un peu fait des trucs avec ça. Je te défense. Ah, ça c'est pas ça? Non. Et ben, il y a quand même moyen de faire quelque chose avec ça, et donc c'est cet argent qui part dans les paradis fiscaux. Donc la justice fiscale, de nouveau, évidemment, c'est important. On nous parle de la croissance. La croissance revient. La bonne blague. Voici l'évolution de la croissance. La croissance, en fait, elle ne revient pas du tout. Sans vouloir être négatif par rapport à ça, les études aujourd'hui nous démontrent qu'il faut entre 2,5 et 4% de croissance du PIB par an pour maintenir le taux d'emploi actuel. Le maintenir, voilà, oui, qui va aussi potentiellement détruire énormément d'emplois, en créer aussi. Mais voilà, on est dans une phase de programmateur de jeux vidéo. On va peut-être laisser Laurent exprimer ses objections, et juste pour cadrer par rapport à ça, c'est vrai que il y avait une phrase que prononçait au tout début des années 80, fin des années 70, un certain Gérard Lambert, qui n'était pas le personnage de la chanson de Renaud, mais qui était un des fondateurs du parti écolo à Namur, et qui disait qu'il y aura 200 000 chômeurs en Belgique, ce sera la révolution. Et en fait, la Belgique passe le seuil des 200 000 chômeurs en 82, si je ne me trompe pas. À peine 3 ans plus tard, en 85, elle passe le seuil des 400 000 chômeurs. Il n'y a pas eu la révolution, mais c'était quelque chose qui était vu comme extrêmement choquant. Et je me souviens, un des économistes de l'université de Louvain, Pierre Bestiaux, qui disait plus de 400 000 chômeurs en Belgique, c'est la peste, c'est le choléra, parce que c'est quelque chose qui détruit véritablement la société de l'intérieur. Et donc, on s'est habitué à ça, à cette peste, à ce choléra, à avoir 400 000 chômeurs dans un pays des plus riches du monde, la Belgique. Donc, c'est vrai que par rapport à
à cette question-là. Est-ce qu'on peut espérer en finir avec cette peste, ce choléra, 400 000 chômeurs en Belgique, sans jouer sur ce mécanisme qui est tout simplement la durée légale du travail? Une semaine, ça fait 38 heures aujourd'hui en Belgique. Je pense que c'est deux problèmes largement différents, parce que les causes massives du chômage structurel. Naïvement, je ne suis pas économiste et je vais exprès, on pourrait dire, voilà, si on travaille moins, il y aura plus de masse de travail à répartir entre plus de gens. Il y a déjà aujourd'hui des emplois qui ne sont pas pourvus, donc c'est avant tout un problème d'inadéquation de l'offre et de la demande, donc ce n'est pas tellement ce n'est pas qu'un problème de gâteau qu'il faut répartir. Mais plutôt pour souligner, alors en fait, on est quasi d'accord sur tout, hein, parce que j'ai entendu la seule chose, c'est que les marges dégagées, soit on les utilise notamment grâce à l'augmentation de la productivité par le développement technologique, on les utilise pour réduire le temps de travail, première proposition. Deuxième proposition, on les utilise pour créer plus d'emplois dans d'autres secteurs. Alors si je regarde ce que je connais mieux, l'éducation, pour l'instant on est en pénurie en plus, hein, donc c'est un bel endroit justement... On organise la pénurie, hein. Avec les décrets titres et fonctions, franchement, il faut quand même pas rigoler. Quoi. Tiens, c'est pas ce que j'entends d'écolo d'habitude qui est très fort derrière le titre de terrain. Moi, je dis ce que je pense parce que j'ai des présidents d'APO qu'on arrête de nous casser les couilles. Hein. D'accord. Soit, rien que pour cette question-là, personnellement, je préférerais avoir plus de profs que d'avoir des profs qui travaillent moins et d'avoir du coup des tailles de classe plus petites ou d'avoir deux profs par classe. Donc voilà, s'il y a... Parfait, nous sommes d'accord. Chouette, une convergence. Mais donc voilà, c'est ça l'idée. Je préfère qu'on ait plus de personnes dans les soins de santé, par exemple. Alors c'est vrai que c'est la réduction du temps de travail, si ça libère, on peut se dire que ça va libérer du temps pour que les personnes s'occupent de leur propre famille. Tant mieux. C'est pour ça que je suis aussi alors d'accord si on ne parle plus d'une réduction collective systématique, mais qu'on parle d'une réduction collective au sens globalement on réduit son temps de travail parce que sur une vie, on a plus de temps de formation ou qu'on a des congés par an. Mais ce n'est pas du tout ça que permet la réduction linéaire du temps de travail où on passerait pour tout le monde à 32 heures semaine. Si on le fait de manière linéaire, au sens de la réduction d'habitude, ce qu'on entend normalement par la réduction collective du temps de travail, moi j'ai l'impression... Comment est-ce qu'on est passé de 50 heures à 38 ? Philippe, je sais que tu aimes bien que ce soit musclé, mais tu devrais comprendre dès la première sorte. Je voudrais comprendre pourquoi il y a un plancher tout dur à 38 et qu'avant on pouvait passer de 70 à 50 à 38. Moi, je n'ai pas compris. D'abord parce que c'est plus facile de réduire le temps de travail en forte période de croissance, hein, contrairement, justement s'il y a peu de croissance, c'est plus difficile de trouver des marges qui vont financer une réduction linéaire du temps de travail avec maintien de salaire que s'il n'y a pas de croissance. Enfin, voilà. Ou alors, de nouveau, c'est moi qui n'ai peut-être pas compris, mais naïvement, en tout cas, ça me semble plus simple, et notamment, c'est grâce à ça qu'on a financé un certain nombre de réductions précédentes du temps de travail, je pense, mais je ne suis pas spécialiste de la question, donc vous me corrigerez. Voilà, mais donc, simplement, quelle est la priorité? Et est-ce que pour tout le monde, nécessairement, c'est le principe de réduction collective, les marges dégagées doivent prendre la forme d'une réduction du temps de travail, ou bien est-ce que ça peut prendre la forme de plutôt davantage de subventions dans, je répète, l'éducation ou les services aux personnes de manière générale. Mais aussi, je pense que si on est davantage on veut valoriser davantage les circuits courts, il va y avoir pas mal aussi d'activités à forte intensité de main-d'œuvre qui pourraient être nécessaires à ce niveau-là. Je ne sais pas si on travaille dans l'isolation, par exemple, ce sont en général quand même des métiers qui demandent encore beaucoup de main-d'œuvre dans le bâtiment. Il y a pas mal de secteurs d'activité qu'une transition à la fois écologique et humaine vont créer des sources d'emploi. Le Parti écolo le souligne d'habitude aussi. Vous pensez que ce serait possible alors qu'on reste bloqué à 400 000 chômeurs? Mais non, j'espère que non, mais ça c'est davantage une politique de formation et d'éducation aussi qui va permettre qu'on crée des emplois qui soient aussi en adéquation avec la demande d'emploi. C'est un vrai problème, mais ce n'est pas une réduction linéaire qui va permettre de répondre au problème des 400 000 emplois. Je pense qu'on a bien compris vos réserves. Je voulais maintenant placer le débat du temps de travail sur un terrain peut-être plus écologique, parce que classiquement, les partisans de la réduction du temps de travail avancent que ce sera un moyen pour réduire le chômage. Alors, on a vu les différences ici. C'est l'idée de travailler moins pour travailler tous. D'autres disent que la réduction du temps de travail, c'est un moyen pour redonner du sens au travail.
travailler moins pour vivre mieux, si je schématise. Il y a la question de l'égalité homme-femme qui a été abordée aussi. Et alors il y a, depuis quelques mois, quelques années, mais ça monte en intensité, il y a un nouvel argument qui est de plus en plus brandi par les partisans de la réduction du temps de travail, c'est de travailler moins pour polluer moins. Et c'est quelque chose qu'un des conseillers du centre d'études de la CSC, du syndicat chrétien, m'avait sensibilisé à cette question-là en montrant justement une étude où on peut mettre en rapport le nombre d'emplois à temps plein occupés en Belgique et la surface productive sur le territoire belge. Et on voit qu'avec justement les gains de productivité, l'automatisation, il faut de plus en plus de mètres carrés pour occuper une personne. Là où il y avait 300 personnes dans une usine qui fait, je ne sais pas, 200 mètres carrés, il n'y a plus aujourd'hui que 20 ouvriers. 300 personnes sur 200 mètres carrés. Voilà, vous voyez en tout cas, s'il y avait 300 personnes dans un espace comme celui-ci, ou 100 personnes, il n'y a aujourd'hui plus que 20 ouvriers. Donc si on veut que les 80 autres aient toujours un emploi, ben, on doit donner le même espace fois 5, ce qui en fait met une pression de plus en plus grande sur les espaces naturels et sur l'aménagement du territoire. Est-ce que, donc pour vous, est-ce que dans votre réflexion sur le travail, sur le temps de travail, cet aspect écologique-là est prépondérant? En tout cas, c'est un facteur absolument crucial, évidemment, puisque je vais prendre le raisonnement à l'envers. On a souvent eu le débat, il faut produire des biens pas durables parce que comme ça on en fait plus et c'est bon pour l'emploi, il faut produire des voitures qui polluent. Allez, tout le débat sur les émissions de CO2 des voitures maintenant, ça a été tellement difficile. L'industrie automobile gueule parce qu'elle dit oui, mais enfin, si vous nous obligez à passer à la voiture électrique, ça va être des centaines de milliers d'emplois perdus. Ah, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Ah, ouais. Et donc, ça veut dire qu'il faut continuer à faire des voitures à moteur thermique pour pouvoir employer des gens à faire des choses en fait qui sont nocives à l'environnement. Ça ne va pas la tête. Enfin, je veux dire, c'est de nouveau cette manière de penser que l'être humain et la nature sont les deux facteurs qui permettent à l'économie de fonctionner, mais la finalité, c'est quand même bien l'économie, c'est-à-dire le profit. Ben non, en réalité, l'économie est un sous-ensemble de nos sociétés qui sert à permettre la vie humaine. C'est quand même dans ce sens-là que ça marche. Et en effet, de nouveau penser, enfin, est-ce que le travail est fait pour l'homme ou l'homme est fait pour le travail? C'est fondamentalement cette question-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'à vouloir toujours produire plus, et en disant, bon, ben, si on n'utilise plus les gens ici, on va les utiliser là, et comme la productivité augmente, on va produire toujours plus, ben, à un moment, non, ça ne marche plus, quoi. Et c'est là qu'on est. Et le système marche sur sa tête. Et moi, je suis d'accord de dire que c'est vrai qu'il y a des activités, si on fait la transition écologique et solidaire, c'est clair que ben, les métiers, l'enseignement, la santé, ben, comme on n'a pas envie de mettre des robots, c'est plutôt des humains. Là, on va dire ben, a priori, il y aura plus d'emplois là-bas et je le souhaite. Sauf que la logique que je vois à l'œuvre depuis, on va dire, une dizaine d'années, c'est l'introduction dans ces secteurs réputés non marchands de la logique business, de maximisation de la rentabilité. Et tu dois faire autant de soins sur l'heure et tu dois faire réussir autant d'élèves, et c'est tout ce qui est mesurable numériquement a du sens, et tout le reste, ça n'a pas d'importance. Donc, en tout cas, ça ne rentre pas tout à fait dans la logique qui est à l'œuvre aujourd'hui. 2, si on regarde l'agriculture, c'est clair qu'une agriculture soutenable utilise entre 40 et 50% de main-d'œuvre en plus en production égale. Donc là, on va avoir une diminution de la productivité du travail, et je m'en réjouis. Mais on n'a encore rien vu dans le secteur bancaire, on n'a encore rien vu dans ce qui reste du secteur industriel, je veux dire, avec l'intelligence artificielle. Enfin, dire qu'on va trouver un emploi pour tous les gens qui vont perdre leur emploi à cause des évolutions technologiques dans un certain nombre de secteurs, on va leur trouver un emploi ailleurs, c'est une drôle de manière de raisonner. De nouveau, on part de l'idée que le cadre 38 x 48 x 47 est le cadre inébranlable dans lequel nous devons opérer. Et si on ne remplit pas toutes les cases de ce cadre, eh bien il faut remplir toutes les cases de ce cadre. Mais non. Et donc, je reprends les chiffres de Delphine ici, les nombres d'heures de travail en Belgique, en 1970, le nombre d'heures travaillées est de 7 millions, allez, 6 965, et en 2009, donc ça nous fait 39 ans plus tard, est de 6 894, d'accord. C'est tout à fait la même chose, c'est 100 000 heures en moins, avec une population qui a augmenté. Et
Et la Belgique a un PIB en 2009 qui est largement supérieur au PIB de 1970. Dire que cette logique-là va beaucoup changer, oui, avec la transition écologique et solidaire, ça va un peu changer, la productivité du travail va diminuer, ce qui pose d'ailleurs des problèmes en termes de penser la sécu, de penser la fiscalité, etc. Donc c'est sûr que ça pose un problème, puisque tout est construit sur l'hypothèse de la croissance. S'il n'y a plus de croissance, on est un peu emmerdé. Donc on va devoir repenser le système, mais en tout cas, c'est évident que dire, bon, ben, on a autant d'heures travaillables, il faut absolument les remplir, la seule chose que ça va produire, c'est une augmentation de notre empreinte écologique, qui est déjà supérieure à ce que la planète peut supporter. Et avec ça, il y a encore plein de pays sur la planète qui doivent connaître la croissance. J'insiste là-dessus parce que le lien entre croissance et bien-être dans la première partie de la courbe est un lien linéaire. Plus le PIB par habitant augmente, plus le bien-être augmente. Et puis à un moment, il y a un point d'inflexion et ça devient une droite plane. Donc on a beau augmenter le PIB par habitant, le bien-être n'augmente plus. Donc en fait, on se trouve dans une situation, une partie importante de l'humanité n'a toujours pas eu sa part de croissance, entre guillemets, et donc là, il va falloir avoir de la croissance, mais à un autre moment, au moment où déjà l'empreinte écologique globale, qui est liée à la croissance, dépasse les capacités de la planète. Donc clairement, il va falloir produire moins de choses qui durent plus longtemps. Il n'y a pas à sortir de là. Et c'est clair que, je vais prendre un exemple tout simple, le frigo. On peut vous faire, et nos grands-parents connaissaient ça, des frigos qui tiennent 50 ans, sans problème. Et produire un frigo qui dure 50 ans n'exige pas 7 fois plus de ressources et 7 fois plus d'heures travaillées que produire un frigo qui dure 7 ans. Donc si on dit par exemple aux producteurs d'électroménagers, eh bien vous devez donner une garantie sur 50 ans, ou allez, une garantie sur 25 si vous voulez. Autrement dit, vous êtes responsable de la durabilité de votre projet, on va en produire beaucoup moins, monsieur, dame. Et donc, si en plus de ça, c'est des robots qui les produisent, ça va être emmerdant. Alors on aura besoin de moins de robots, et de moins d'humains pour produire les robots, ou de robots pour produire les robots, ou d'humains qui produisent les robots, qui produisent les robots, qui produisent les frigos. Enfin, je vais dire, de nouveau, cette idée qu'il faut remplir les cases heures de travail telles que définies aujourd'hui, c'est un non-sens. C'est un non-sens thermodynamique, c'est un non-sens écologique, et c'est un non-sens social. Je rappelle que c'est de nouveau partir de l'hypothèse que si tu ne remplis pas ta part de case de travail, c'est de ta faute. C'est parce que tu ne veux pas, et donc on te punit. On va passer la parole à votre voisine, mais juste avant, j'ai vu que vous opiniez pas mal, donc je devine que vous serez en partie d'accord avec le raisonnement de Philippe Lambert. Je voulais ajouter une question intermédiaire. J'ai ici un document d'archives, en fait, c'est le programme d'école en 1999. Donc c'est pas votre parti, mais on pouvait lire en page 14, donc il y a 150 pages, et dès la page 14, on voit que c'était fort important comme mesure. Écolo propose la réduction généralisée du temps de travail en 4 ans, sur base d'un objectif de 32 heures semaine, avec embauche compensatoire et quelques modalités particulières pour les PME. C'est tout. Donc la mesure, là, pour le coup, elle était claire, elle était radicale, elle était l'inverse de... Enfin, une réduction collective du temps de travail, et pas une réflexion plus diffuse. Après, ça a été quelque chose qui a... Donc là, on est 20 ans en arrière, et depuis lors, cette idée-là n'a plus du tout été portée par aucun des 4 grands partis francophones, pas même Écolo, pas même le Parti Socialiste. Je me souviens encore d'une interview de Loreton Collins il y a 5 ou 6 ans qui disait « Ce n'est plus un débat prioritaire, notamment pour quelle raison ? Pour la raison pointée par Laurent Debrye, c'est-à-dire qu'en période de faible croissance, c'était le terme de la République, c'est impayable. » Et donc, je voulais aussi demander, tiens, pourquoi est-ce que, selon vous, c'est nécessaire de remettre cette question-là à l'agenda ? Et aussi, si la parole que vous portez ce soir, Delphine Houbin, mais est-ce que c'est celle du Parti Socialiste ou c'est une parole pour faire plaisir à un public peut-être sensible à cette cause-là, mais est-ce que dans la prochaine campagne électorale, ça va vraiment être un thème porté par le Parti Socialiste pour des raisons sociales, mais aussi peut-être pour des raisons écologiques? Alors, je porte ma parole, qui est celle d'une citoyenne engagée, d'abord dans la société civile et puis dans un parti politique pour changer les choses. On a déjà fait des petits éléments de contexte, je ne vais pas revenir dessus. Le monde du travail ne va pas bien. On peut revenir au chômage, on peut revenir au burn-out. Je pense que les éléments sont là. Pour rebondir sur ce que Philippe Lambert disait, en disant c'est ta responsabilité, oui, la réflexion, cette fameuse hégémonie culturelle qui vise à rejeter sur l'individu des enjeux collectifs. Le travail, l'emploi, c'est un enjeu collectif. Il s'agit
dépenses en invalidité et maladie de travail est plus importante que les dépenses pour les allocations de chômage. Je veux dire, là aussi, c'est quand même assez frappant de se rendre compte de l'urgence qu'il y a dans ce monde-là. Alors, est-ce qu'il faut de la croissance pour pouvoir faire une réduction collective du temps de travail? Je suis convaincue du contraire. Je pense que c'est justement parce qu'il n'y a pas de croissance qu'il faut mettre en place une mesure de réduction collective du temps de travail, puisque, comme je l'ai démontré, on n'a même pas le taux de croissance qu'il faut pour maintenir le taux d'emploi actuel. Donc, la croissance ne reviendra pas, mais je vous montre ici, des années 60 aux années 2000, l'évolution de la croissance en Belgique. Je veux dire, c'est assez limpide, il n'y a pas la croissance, elle diminue, et c'est une tendance. On peut aussi se dire, je ne le vois pas, mais il y a un moment, il faut quand même regarder la réalité en face. La réduction collective du temps de travail, je l'ai dit, c'est un combat qui date du 19e siècle. Le 1er mai, ça remonte à des combats à Chicago, il y a eu des morts. Une réduction collective du temps de travail, c'est pas un truc qui nous tombe comme ça dessus parce qu'un jour on se lève et qu'on a les congés payés et qu'on a la semaine de 38 heures, de 5 jours. Il y a eu des combats sociaux là derrière et c'est fondamental que des partis politiques, des syndicats, la société civile, vous, en tant que citoyens, voilà, il faut se réapproprier ces questions de société, c'est fondamental. La campagne Tam-Tam, qui a été portée par les syndicats, mais aussi toute une série de représentants de la société civile, a remis cette question à l'agenda. Moi, je pense qu'une question, voilà, si l'enjeu c'est les élections de mai 2019, est-ce que la question sera à l'agenda ou pas, ben, on n'est pas des citoyens apathiques n'ayant aucun pouvoir. Je veux dire, vous êtes des citoyens, vous avez des relais, vous pouvez aussi, vous, à un moment, vous engager, et cette question, elle ne tombera pas du ciel. Donc, voilà, si on le veut, il faut se mobiliser. Clairement, ça ne tombera pas du ciel. Et par rapport, on parlait du secteur hospitalier notamment, oui, il y a des métiers en pénurie. Voilà, je mets ma casquette de président de Bookman, qui est le plus grand hôpital bruxellois, 3000 personnes travaillent dans cet hôpital. Il y a des métiers difficiles, des horaires difficiles. On a toutes les peines du monde à recruter du personnel infirmier parce que les conditions de travail ne sont pas faciles. Ben oui, pour moi, la réduction collective du temps de travail, que ce soit à l'échelle de la vie, que ce soit à l'échelle de la semaine, que ce soit à l'échelle du mois, de l'année, si on prend le secteur routier par exemple, même si j'encourage le type de transport, mais prenons cet exemple-là, on peut très bien rouler pendant 4 mois et avoir une pause d'1 mois et voir sa famille pendant 1 mois si on doit absolument traverser l'Europe. Donc ça doit vraiment être sur mesure, adapté. L'histoire nous démontre aussi qu'il y a eu 20 à 30 ans entre les premières mobilisations et la traduction effective de cette réalité dans la loi. Donc il a fallu 20-30 ans de combat pour arriver à la semaine de 5 jours, 20-30 ans de combat pour arriver à la journée de 8 heures. Donc voilà, il faut se mobiliser. Je voulais poser, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura des élections en mai prochain, peut-être même avant. Et je vais demander à nos 3 invités comment ils perçoivent l'état de la démocratie aujourd'hui. Surtout que parmi toutes les personnes qui s'intéressent à la transition écologique, et notamment, je pense, parmi beaucoup des personnes, des 75 000 personnes qui ont marché à Bruxelles pour le climat il y a 2 semaines, il y a une idée qui gagne vraiment du terrain, c'est que non seulement les partis, les représentants politiques sont en retard par rapport à ces enjeux-là, mais même, c'est plus eux qui vont décider, c'est plus là que ça se passe. Je suis vraiment personnellement frappé par le fait que très très souvent j'entends, y compris de la part d'intellectuels, d'universitaires, etc., de dire maintenant là où ça se passe, c'est du côté des associations, de la société civile, des plateformes citoyennes, et donc les parlementaires, les partis politiques, les institutions ne sont plus les organes qui vont vraiment permettre une mise en œuvre de la transition écologique. Et on peut dire au revoir à Delphine. Merci pour votre présence. Bonne fin de soirée. Merci pour l'invitation. Laurent Debris, est-ce que les institutions, appelons-les comme ça, ont encore un rôle de tout premier plan à jouer dans la transition écologique? Oui. Où ça se passe ailleurs? Pourquoi où? Enfin, ou alors où? C'est où est inclusif. Donc, je pense qu'il y a... Et je pense que justement, c'est dans le mixage des deux. Et ça demande sans doute une remise en question assez importante de la manière dont les institutions politiques, les représentants politiques conçoivent leur métier. Et ça demande sans doute qu'ils recherchent davantage des convergences que les divergences. Donc, à mon avis, en tout cas. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment rebondir encore une dernière fois, et ça fera la transition sur ce qui vient d'être dit, parce que je prends l'exemple de Bruckmann, vraiment à la fois
fois, on est d'accord sur tout, et ce qui montre la petite dissension, enfin bon, en tout cas le choix de stratégie. Delphine Houet disait « Le métier d'infirmière est extrêmement pénible, et j'ai d'ailleurs du mal à recruter, parce que le métier est tellement pénible. » Et du coup, la question est, est-ce qu'on, face à ce problème, est-ce qu'on va le résoudre en diminuant le temps de travail? Soit, tant mieux, 38 heures, 38, 37, 39, pour moi, il ne faut pas remplir forcément les 38 heures, c'est un élément d'ajustement, ce n'est pas la priorité de réduire, mais il ne faut pas effectivement rester nécessairement à 38 heures, c'est un détail. Mais donc, est-ce que ce sera en réduisant le temps de travail qu'on va en fait avoir plus de gens, parce que ce sera un métier toujours très pénible, mais qu'on devra faire moins longtemps? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est en se disant on va avoir plus d'infirmières, plus d'infirmiers, que le métier deviendra moins pénible, parce qu'on réinvestit dedans, qu'on va résoudre le problème? Donc ça, c'est vraiment en fait la question, quelle est la priorité? Et peut-être qu'on saura un jour faire les deux, tant mieux. Mais est-ce qu'il faut d'abord essayer de remplir des besoins qui ne sont pas rencontrés, ce qui met tout le monde sous pression, sous tension, ce qui crée cette question de rentabilité, etc., qui a été bien décrite par Philippe. Nous, je pense qu'on est assez d'accord sur l'analyse, c'est simplement sur est-ce que prioritairement on résout le problème en réinvestissant ces domaines, mettant plus d'emplois, ou est-ce en réduisant le temps de travail? Si on sait faire les deux, ce sera encore mieux, sans doute. Voilà. Le monde politique, à mon avis, ne pourra répondre qu'en justement cherchant davantage les convergences et en essayant de s'entendre aujourd'hui. Je pense qu'il y a le fédéral en est le lieu par excellence, ça devrait pouvoir se faire, mais ça ne se fait pas du tout. Mais s'entendre aujourd'hui sur un ensemble de priorités, je dirais à 10 ans, qui dépassent justement l'horizon politique classique, sur des réformes structurantes, que ce soit en matière de mobilité, que ce soit en matière d'énergie, que ce soit en matière de réorientation de l'économie, de création d'emplois. Donc il y a... Vous voulez dire un grand pacte sur lequel la plupart des partis pourraient se mettre d'accord? Oui, je pense qu'il y a quelque chose comme un... C'est quoi un pacte? Un pacte, c'est l'idée de s'entendre les uns les autres et de rentrer en dialogue d'horizons divers, tant politiques, mais aussi de retrouver des ponts entre le politique et les citoyens, d'où le lien avec ce que vous mettiez en évidence, entre le monde politique, le monde syndical, etc., parvenir à se dire quelles sont les priorités. Et parler, parce qu'on est dans un univers extrêmement clos. Le monde syndical parle entre soi, le monde politique parle entre soi, le monde patronal parle entre soi, entre partis, on se connaît mal, très mal. Quand on se rend compte, c'est souvent dans des débats où il faut justement se taper dessus plus qu'autre chose, alors qu'il y a plutôt que d'essayer d'identifier des convergences. Donc c'est aujourd'hui la capacité à créer des ponts, et c'est avant tout une question d'état d'esprit. Est-ce que l'on est là en train d'essayer de définir sur quoi on peut s'entendre, ou au contraire à chercher ce qui nous permet de nous différencier, parce qu'à un moment donné, on pense, peut-être dans une logique justement très chiffrée, très rentabilité, qu'il va y avoir quelqu'un qui va nous compter à travers les élections. Parce que même d'un point de vue strictement électoral, ce seront des représentants politiques qui vont adopter une attitude constructive, qui sont, à mon avis, susceptibles d'être plus en phase avec les attentes des citoyens. Mais ce n'est pas ce qu'on observe, et tout parti confondu, me semble-t-il, ce n'est pas ce qu'on observe pour le moment, et ça crée un schisme très important entre les attentes des citoyens et le monde politique. Alors, je vais être d'accord avec Laurent de suite sur un premier point, c'est sur le fait qu'on va réussir la transition à la fois bottom-up et top-down. Autrement dit, se dire qu'il n'y a plus que les mouvements citoyens, les initiatives de terrain, que ce soit par des entreprises, des syndicats, des associations, des générations spontanées. Est-ce que ça fait partie de la solution? Oui. Est-ce que c'est la solution? Non. Parce que vous pouvez vouloir créer des jardins partagés à Bruxelles, des potagers partagés. Le fait qu'on passe un traité de libre-échange avec le Canada, qu'on fasse passer le ring à 5 bandes, ou qu'on diminue qu'on augmente la dégressivité des allocations de chômage, c'est pas bottom-up, ça c'est top-down. Et ça c'est décidé dans les institutions. Et ça doit rester comme ça. Je souhaite que ce soit les institutions démocratiques qui continuent à décider des institutions, des structures dans lesquelles nous vivons. Et donc les deux combats sont absolument complémentaires. Est-ce qu'on est capable de mobiliser des actrices et des acteurs de changement du terrain et des actrices et des acteurs de changement dans les institutions pour faire avancer la cause d'une transition écologique et solidaire et donc démocratique, j'insiste là-dessus. Parce que
que certains me disent, j'avais encore ce matin cela à l'UCL, des gens qui me disent, oui, finalement, la situation, est-ce qu'elle n'est pas à ce point grave qu'il nous faudrait un despote éclairé qui mène la transition? Moi, je suis opposé à ça, sauf dans un cas si je peux être le despote, mais en général, les gens ne sont pas d'accord avec ça. Donc, sauf mes femmes, mais ils sont pas majoritaires. Non, donc là-dessus, je suis d'accord, et j'insiste à ceux qui disent, oui, mais le politique, vous comprenez, le politique n'a plus le pouvoir. Ah ouais? Est-ce qu'à votre avis, si nous n'avions pas le pouvoir, est-ce que vous pensez que les puissances d'argent dépenseraient chaque année des centaines de millions d'euros pour nous influencer? Je dis souvent, le lobbying est le plus bel hommage des puissances d'argent à la démocratie, c'est que nous avons encore le pouvoir. Nous l'avons. Pourquoi est-ce que l'Association européenne des constructeurs automobiles a fait des pieds et des mains pour qu'on n'augmente pas l'objectif de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules? Parce qu'ils savaient que si on décidait, ça allait devenir leur réalité, qu'ils n'avaient pas envie que ça devienne leur réalité. Ils ont résisté, c'est bien la preuve qu'on a le pouvoir. Donc là-dessus, moi je suis assez tranquille, on a le pouvoir, encore faut-il avoir la volonté de l'exprimer. Je ne vous connais pas tellement dans ce que Laurent disait sur la déconnexion, enfin de nouveau moi je parle pour moi, mais... Il y a quand même une divergence, rassurez-nous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, je parle à des chefs d'entreprise, je parle à des syndicalistes, je ne parle pas que à, j'écoute aussi, à des associatifs, je parle avec des gilets jaunes, même comme Charles Michel, un peu différemment à mon avis, mais bref, c'est pas comme si moi j'étais dans ma tour d'ivoire, là-bas, place du Luxembourg, et que j'avais oublié ce que c'était la société. À la différence de beaucoup de responsables politiques, j'ai traîné mes savates pendant 22 ans dans le monde réel. Ça oui. Et peuvent en dire autant. Et ça c'est un problème, je pense. Et Van Reevoort le montre très bien dans son bouquin. Il y a des problèmes, des vices de fabrication de nos institutions démocratiques qu'on pourrait corriger. La démocratie représentative n'est pas morte, mais si elle peut survivre, elle doit se réinventer peut-être. Mais donc je ne pense pas que tous les politiques sont par nécessité déconnectés, et que la société fonctionne en silo. Maintenant, c'est sûr qu'il est urgent de tisser du lien, qu'il est urgent d'être capable de jeter des ponts, et pas juste en dernière minute, comme Charles Michel le fait à la Chambre. Je veux dire, on peut baffer les gens pendant 4 ans et demi, et puis dire, allez, embrassons-nous. Ouais, ok, mais bien sûr, nous les chrétiens, on tend la joue, mais ça a des limites quand même. Bref. Ce que je veux dire, c'est que de nouveau, je ne me reconnais pas non plus dans la description de oui, les politiques qui passent leur temps à faire la musculation face aux autres. Moi, je travaille au Parlement européen, où jour après jour, nous construisons du consensus au travers de familles politiques différentes. Il ne nous aura pas échappé que les écologistes ne laissent pas la majorité au Parlement européen. On fait 52 sur 751, ça n'est pas une majorité. Et donc, pour faire avancer nos thèses, eh bien, nous travaillons avec le PPE, avec les libéraux, avec des socialistes, et qu'on essaye de faire du travail de consensus, de coalition. Mais par contre, ça ne peut pas non plus effacer la réalité des conflits. Ce que je veux dire, et Nicolas Hulot l'a très bien dit quand il a démissionné, entre la mondialisation néolibérale et la transition écologique et solidaire, il faut choisir. On ne peut pas avoir l'un et l'autre, le en même temps, cher à Saint-Emmanuel, ça n'est pas ce monde, les gars. Non, à un moment, on ne peut pas dire on va continuer la mondialisation néolibérale et on va essayer de faire la transition. Parce que ça équivaut à dire, avec un marteau, je me tape sur la main gauche, et puis après ça, je vais mettre de la pommade et un pansement. À un moment, il faut arrêter de taper avec le marteau sur sa main, ou sur la main des autres, ou sur la planète. Et donc c'est bien d'un changement de modèle qu'il faut. Or, le modèle actuel, je veux dire, il n'est pas tombé du ciel et arrivé par hasard. Cherchez toujours à qui le crime profite. Je vais dire nier la réalité du fait qu'1% de la population mondiale a extrait 82, et je dis bien extrait 82% de la richesse créée l'an dernier. Alors on peut discuter, c'est peut-être 78, c'est peut-être 83, je m'en fous. La question n'est pas là. Le fait que l'extraction de rente profite à une minorité toujours plus petite de la population du monde, ça c'est une réalité. Et je suis désolé, ça crée un conflit. Pourquoi? Parce que cette réalité tue. Je veux dire, de cela meurent des gens. Et là-dessus, il n'est pas question de faire un compromis gentil en disant est-ce que vous voulez bien me laisser mourir un peu moins? Non, c'est vous ou nous. Ça ne peut pas continuer, rester durer comme ça, comme on dit à Bruxelles. Et donc, on
accepter un système qui est construit sur l'exploitation de la planète et d'une majorité de l'humanité au profit d'une minorité de l'humanité. Et donc, nous devons être capables de construire des coalitions. Je ne suis pas du style marxiste-léniniste à dire j'attends que je sois majoritaire pour mettre en place la révolution. Donc, pour engager la transition écologique et solidaire, mais il faut construire des coalitions. Et le but des coalitions ne peut pas être de dire faisons du wishy-washy et essayons de trouver un compromis avec le capitalisme financier. C'est à un moment, est-ce qu'on est bien d'accord que l'objectif, et ça parlera à Laurent Debry, qui je suis sûr a lu l'autre aussi, l'objectif n'est pas de corriger les excès du système, parce que les excès sont consubstantiels au système, le but est bien d'aller vers un autre système. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est ça, que c'est un changement de paradigme, ou de système, c'est comme vous voulez, mais enfin, si on peut dire paradigme. Donc, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est de ça qu'il s'agit? Parce que le paradigme actuel tue, il est mortel, mortifère, et il porte en lui-même la potentielle éradication de l'humanité de cette planète, quand même. D'accord? Et donc, comme ce n'est pas ce qu'on souhaite, est-ce qu'on est prêt à assumer ce conflit-là? C'est très clair. Ouais, mais donc, on ne peut pas nier le conflit, je ne retrouve pas du tout dans ce que Chantal Mouffe écrit, moi c'est pas mon truc, mais il ne faut pas nier que la démocratie est un moyen de gérer le conflit, mais pas de l'éliminer. C'est vrai qu'on aurait pu faire tout un débat sur la place du conflit dans la démocratie, on ne va pas le faire, mais c'est vrai qu'il y a, comme conclusion, il y a sans doute une forme de paradoxe dans le regard des citoyens sur la politique et sur les crises politiques comme on en vit pour le moment, parce que vous, comme moi, vous devez souvent entendre des citoyens qui disent quand même c'est incroyable, la crise, est-ce qu'ils ne pourraient pas se mettre d'accord, c'est surtout des querelles politiciennes, et avec un peu de bonne volonté, un peu plus d'esprit constructif, de souci de la convergence, il y aurait moyen de trouver des solutions. Et en même temps, la société est faite de blocs différents, avec des conflits sans doute inévitables. Et c'est pour ça que justement, on n'en parlera pas, mais Chantal Mouffe, dans son dernier livre, elle dit qu'elle, personnellement, elle a un problème avec le slogan « Nous sommes les 99% » qui était brandi au moment d'Occupy Wall Street, et qui est un slogan souvent brandi par la gauche et par les écologistes, parce que c'est un slogan qui tend à éliminer l'idée de conflit, dans le sens où c'est comme s'il y avait 1%, une petite clique au sommet qui tient les rênes du pouvoir, mais que le jour où on résout ce problème des 1%, en fait les 99% sont tous d'accord, alors que sans doute que dans les 99%, il y a des idées profondément différentes sur l'immigration, sur la fiscalité, sur l'urbanisme, etc., etc. Mais enfin bon, on ne va pas trancher tous ces débats-là ce soir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci aussi à nos trois invités. Et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, je peux quand même moi aussi de vraiment vous remercier tous les trois et même tous les quatre pour ce débat maintenant. Il est déjà évidemment tard. Moi j'avoue, j'aurais bien aimé poser des questions parce que je crois que le vrai enjeu il est vraiment sur finalement est-ce que ok on est d'accord sur le constat sur le diagnostic. Est-ce qu'on est prêt à assumer les conséquences d'une croissance effectivement qui deviendrait nulle, qui deviendrait complètement négative? Est-ce qu'on est prêt à l'assumer collectivement? Et là je pense que peut-être que votre position et la tienne seraient probablement radicalement différentes. Mais je propose que peut-être on continue la discussion autour d'un verre qui est servi là-dedans.